Silas Calder avait enterré 3 personnes qu'il aimait. Il n'avait jamais versé une seule larme, jusqu'au matin où une jeune fille fut poussée vers lui dans la poussière, comme une dette venue à échéance. Toute la ville regardait. Sa belle-mère compta les pièces 2 fois. Et l'homme estropié qu'ils appelaient un monstre fit la seule chose à laquelle personne à Crooked Pine ne s'attendait. Il remit l'argent dans les mains de cette femme. Et il dit d'une voix basse et égale, « Je n'achète pas les gens, madame. Si vous croyez qu'un homme brisé peut porter le cœur le plus noble de toute la vallée, abonnez-vous et suivez l'histoire de Joséphine jusqu'à la fin. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez, pour que je voie jusqu'où cette histoire voyage. » La cloche de l'église de Crooked Pine avait sonné 8 fois quand ils amenèrent Joséphine Merritt sur la place. La première chose qu'elle fit fut de chercher la main de sa sœur, Priscilla. Elle prononça le nom doucement, comme on dit une prière dont on sait déjà qu'elle ne sera pas exaucée. « Priscilla, regarde-moi. » Mais Priscilla ne la regardait pas. La jeune fille se tenait derrière les jupes de sa mère. C'était une réponse suffisante. Delphine Merritt se retourna, les mains gantées croisées sur sa taille, calme comme un dimanche. « Arrête tes manières, Joséphine. Tu vas faire honte à la famille. » « La famille ?» Joséphine rit, et le son sortit éraillé. « De quelle famille s'agit-il, madame? Celle qui m'a élevée ou celle qui me vend? Personne ne vend personne. » La bouche de Delphine s'amincit. « On te place. Il y a une différence, et une fille de ton âge devrait la connaître. » Une foule s'était rassemblée, comme les foules se rassemblent toujours dans une ville trop petite pour avoir mieux à regarder. Ils sortirent du magasin général, du magasin d'aliments pour animaux et de la petite banque en planche. Ils se tenaient le long de la promenade, les bras croisés et le visage fermé. Et aucun d'eux ne dit un mot pour arrêter ça. Joséphine regarda chaque visage. Elle connaissait certaines de ces personnes depuis toujours. Madame Ackley, qui avait vendu des boutons à sa mère avant sa mort. Le vieux Tom Hurley, qui lui glissait des bonbons à la menthe quand elle était petite. Ils la regardaient maintenant comme si elle était déjà partie. « Où ?» dit Joséphine. « Où suis-je placée ?» Delphine ne répondit pas. Elle n'en eut pas besoin, car c'est à ce moment-là que le chariot descendit de la route du Nord. Lentement, une roue grinçante, un grand cheval bai dans les traits. Et la foule se tut, comme une pièce se tait quand un serpent entre par la porte. « Seigneur, aie pitié. » Quelqu'un souffla. Ils ont vraiment réussi à le faire descendre. Je ne pensais pas que cet homme venait en ville pour autre chose que des balles et du sel. Ce n'est pas le cas. C'est comme ça que tu sais ce qu'elle a payé. Le chariot s'arrêta au bord de la place, et un homme descendit. Il descendit lentement, et il descendit de travers. La jambe gauche ne supportait pas bien son poids. Alors il la balança et se rattrapa à la roue. Il resta un moment debout avant de faire confiance au sol. Il était grand, large d'épaules d'une manière qui rendait son manteau lourd sur lui. Son visage était buriné et sombre. Une cicatrice courait de son oreille jusqu'en dessous de sa mâchoire. Et quand il leva la tête et regarda la place, la moitié de la foule recula d'un pas, comme s'il avait levé la main. « C'est lui !» murmura une femme. « C'est l'homme des Calder, celui qui a tué Hush. Seul sur la montagne, tu sais ce qu'il est. Tais-toi maintenant. Chut !» Joséphine avait entendu les histoires. Chaque enfant de Crooked Pine les avait entendues. Le monstre de la montagne, l'homme sans cœur. Celui qui vivait à la lisière des arbres, qui était descendu des pins un hiver rigoureux, et n'avait jamais dit à personne d'où il venait, ni ce qu'il avait fait. Et les gens avaient décidé, comme les gens le font, qu'un homme si silencieux, si balafré et si seul devait avoir quelque chose d'enterré sous le plancher de sa cabane. Et c'était à cet homme que sa belle-mère l'avait vendu. Les genoux de Joséphine fléchirent juste une seconde. Elle se reprit. Elle ne tomberait pas devant ces gens. Elle se l'était promis en venant ici. Tu ne tomberas pas. Tu ne supplieras pas. Tu ne leur donneras pas ça. Et elle redressa sa colonne vertébrale, leva le menton et se força à regarder l'homme qui traversait la poussière vers elle. Silas Calder s'arrêta à 3 mètres. Ses yeux se posèrent d'abord sur Delphine, puis sur la fille derrière ses jupes, et enfin sur Joséphine. Ils y restèrent un instant de trop. Quelque chose bougea derrière eux que Joséphine ne put déchiffrer. « Madame Merritt, dit-il. » Sa voix était basse et rouillée, comme celle d'un homme qui ne s'en servait pas beaucoup. « Vous avez fait passer le mot au magasin. Vous avez dit que vous aviez une fille qui avait besoin d'une place avant la neige. Vous avez dit qu'elle était majeure, consentante et assez forte pour le travail en montagne. C'est exact. » Le sourire de Delphine revint, éclatant et faux. Et la voici, 19 ans, en bonne santé,
rapide de ses mains. Elle sait cuisiner, raccommoder et soigner un animal malade. Vous ne trouverez pas mieux, Monsieur Calder. Pas pour le prix dont nous avons discuté. Le prix. Joséphine sentit le mot atterrir dans sa propre poitrine, comme une pierre jetée dans un puits. La mâchoire de Silas Calder se contracta. Le prix. L'arrangement. Delphine sortit d'un pli de sa jupe une petite bourse à cordon. Elle la leva pour que toute la place puisse la voir. Pour que personne ne puisse dire plus tard qu'elle avait fait quoi que ce soit en cachette. Vous avez envoyé 30 $ d'avance, c'est généreux. Mon mari, que son âme repose en paix, a laissé des dettes. Monsieur Calder, une femme seule dans ce monde doit être pratique. Elle lui tendit la bourse, paume vers le haut, comme si elle lui faisait une faveur. Elle est à vous. Emmenez-la. N'en parlons plus. Elle est à vous. La foule se pencha en avant. On pouvait les sentir se pencher. Tous, attendant de voir le monstre prendre la fille et la conduire sur la montagne. Attendant l'histoire qu'il raconterait au souper pendant un mois. Et Joséphine se tenait là, les mains serrées dans son tablier, tout son corps tremblant. Elle pensa, c'est donc comme ça que ça se termine. C'est comme ça qu'une vie se défait. Pas avec un cri, mais avec une femme tendant une bourse au soleil et appelant ça être pratique. Silas Calder regarda la bourse un long moment, puis il s'avança, de cette démarche boitillante et inégale. Il referma les doigts de Delphine sur les pièces avec une grande main balafrée, et il la repoussa fermement contre sa poitrine. « Je n'achète pas les gens, madame. » La place devint silencieuse. Delphine cligna des yeux. « Je vous demande pardon? Vous m'avez entendu. » Silas n'éleva pas la voix. Il n'éleva jamais la voix. Et c'était en quelque sorte pire que de crier. « J'ai envoyé 30 $ parce qu'une femme a écrit au magasin. Elle a dit qu'une âme dans cette ville était sur le point d'être mise à la porte, sans nulle part où aller avant l'hiver. Je les ai envoyés parce que j'ai de la place et j'ai du travail. Et je ne suis pas d'accord pour laisser les gens geler. Je ne les ai pas envoyés pour acheter une fille à sa propre famille comme si c'était une génisse. » Il retira sa main. « Gardez votre argent et retirez vos mains de cet enfant. » Joséphine réalisa vaguement que la poigne de Delphine s'était refermée sur son poignet à un moment donné, assez fort pour laisser un bleu. « Monsieur Calder ?» La voix de Delphine était devenue tendue. « Je ne pense pas que vous compreniez la situation. Elle n'a nulle part où aller. Elle ne peut pas rester chez moi. Il y a ma propre fille à laquelle je dois penser, ses perspectives, son nom. Et cette fille, eh bien, la lèvre de Delphine se retroussa légèrement. Elle dit la suite assez fort pour que toute la place l'entende, parce qu'elle voulait qu'il l'entende. Parce que c'était plus facile d'envoyer une fille si tout le monde était d'accord qu'elle le méritait. Cette fille a toujours été difficile, volontaire. Elle n'est pas du genre à trouver un mari, Monsieur Calder. Vous nous feriez à tous une charité chrétienne. » Quelque part dans la foule, quelqu'un rit. Joséphine sentit cela la traverser comme de l'eau froide. Elle s'était préparée à beaucoup de choses ce matin-là. Elle ne s'était pas préparée au rire. Et puis une chose étrange se produisit. Silas Calder tourna lentement la tête et regarda la foule. Il ne dit rien. Il se contenta de regarder, passant d'un visage à l'autre, comme un homme compte un troupeau. Et un par un, les rires cessèrent. Les gens trouvèrent des raisons d'étudier leurs propres bottes. Il regarda jusqu'à ce que la place soit de nouveau silencieuse. Puis il se retourna vers Delphine, et quand il parla, sa voix avait encore baissé. Une charité chrétienne. Il laissa cela en suspens. Vous savez, madame, cette ville m'a traité de beaucoup de noms. J'ai entendu la plupart d'entre eux à travers les murs du magasin, quand ils pensaient que je ne pouvais pas. Monstre, diable, pire encore. Et je vais vous dire quelque chose. Il se pencha juste d'un pouce. Personne sur cette place n'a jamais fait une chose plus cruelle devant moi que ce que vous venez de faire à cette jeune fille. Et vous l'avez fait dans vos habits du dimanche. Le visage de Delphine devint blanc, puis rouge. Monsieur Calder, lâchez son poignet. Delphine, lâchez-la. La main de Joséphine se libéra. Elle la ramena contre son ventre et la garda là. Elle fixait l'étranger balafré et boiteux, ce monstre que toute la ville craignait. Et elle ne parvenait absolument pas à comprendre ce qui se passait. Silas se redressa. Il repoussa son chapeau de son front d'un coup de pouce. Pour la première fois, il s'adressa directement à elle. Sa voix s'adoucit à un point qui la surprit. « Mademoiselle, je suis désolé de vous rencontrer comme ça, devant tout ça. » Il jeta un coup d'œil à la foule, la rejeta. « Je m'appelle Silas Calder. J'ai une propriété sur la crête nord.
Une cabane, une grange, un jardin de 40 rangs, à moitié envahi par les mauvaises herbes parce que je ne peux plus m'agenouiller. C'est un travail honnête, c'est dur et c'est solitaire. Je ne vous mentirai sur aucun de ces 3 points. Mais je vais vous dire ce que ce n'est pas. Il la regarda droit dans les yeux. Ce n'est pas une vente. Vous n'êtes pas acheté. Vous n'êtes pas une dette. Et vous n'êtes pas à moi. Si vous venez sur cette montagne, vous viendrez en femme libre, pour un salaire honnête. Et le jour où vous voudrez partir, vous partirez. Et aucun homme, y compris moi, n'a le droit de dire le contraire. Vous comprenez ce que je vous dis? La bouche de Joséphine s'ouvrit. Rien ne sortit. Elle comprend, intervint Delphine, brusque, désireuse maintenant d'en finir. Vas-y, Joséphine, prends tes affaires. Je ne vous demandais pas à vous, madame. Silas ne la regarda même pas. Je lui demandais à elle. Joséphine déglutit. Sa voix, quand elle sortit, n'était qu'un murmure. Elle s'arrêta, essaya de nouveau. Je n'ai pas d'affaires. Elle ne m'a rien laissé emporter. Quelque chose vacilla sur le visage de Silas Calder. Ce fut parti avant qu'elle ne puisse le nommer, mais pendant une demi-seconde, cela ressembla à du chagrin. Très bien, dit-il doucement. Alors il n'y a rien à chercher, et aucune raison de rester ici devant tous ces braves gens plus longtemps que nécessaire. Il s'écarta et se tourna à moitié, ouvrant un chemin vers le chariot. Il le fit lentement, délibérément, pour qu'elle comprenne qu'il ne cherchait pas à l'attraper, qu'il n'allait pas poser la main sur elle, qu'il n'allait faire aucune des choses pour lesquelles une fille se prépare. Le chariot est là-bas quand vous serez prête. Ne vous pressez pas, j'attendrai. Et il attendit. C'est la chose dont Joséphine se souviendrait plus tard, longtemps après que la journée elle-même se soit estompée. Pas la honte, ni les pièces, ni le visage détourné de sa sœur. Elle se souviendrait qu'un homme que le monde entier appelait un monstre se tenait dans la poussière, sa mauvaise jambe le faisant souffrir, et attendait. Attendait qu'une fille décide d'elle-même si elle viendrait, tandis que les bons chrétiens de Crook Pine avaient déjà pris leur décision à son sujet avant même qu'elle ait l'âge d'avoir son mot à dire. Elle regarda Priscilla une dernière fois. « Prissy, dit-elle doucement, ce n'est rien. Ce n'est pas toi qui as fait ça. Je ne t'en veux pas. » Et cela fit enfin lever les yeux à sa sœur, les yeux humides, la bouche tremblante. La jeune fille fit un pas en avant que la main de Delphine ne jaillisse et n'attrape son épaule, la retenant fermement. « Joséphine, » murmura Priscilla, « je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je lui ai dit de ne pas le faire. Je sais. » Joséphine se força à sourire. Cela lui coûta tout. « Je sais que tu l'as fait. Sois sage. Fais attention à elle. » Et puis, parce qu'elle ne pouvait plus tenir une seconde de plus, elle se détourna. Elle traversa la place, la colonne vertébrale droite, le menton haut, exactement comme elle se l'était promis, vers le chariot et l'homme qui attendait. La foule s'écarta pour elle. Personne ne lui dit au revoir. Elle était à mi-chemin sur le siège du chariot quand la voix vint de la promenade. « Attendez un peu. Attendez une minute. » Un homme se frayait un chemin à travers la foule. Corpulent, le visage rouge, une chaîne de montre en or sur un gilet tendu. Joséphine le connaissait. Tout le monde le connaissait. Arlen Doss, qui dirigeait la banque, détenait la moitié des créances du comté et avait une façon de dominer les gens, même quand ils étaient plus grands que lui. Calder. Doss descendit les 2 marches dans la poussière, accrochant ses pouces à son gilet, jouant pour la foule. Avant que vous n'emmeniez la fille, je pense qu'il y a une question de compte à régler. Silas avait une main sur la ridelle du chariot. Il ne se retourna pas complètement. Doss sourit à la cantonade, les invitant tous à participer. Le défunt M. Merritt devait à ma banque une somme considérable. Sa veuve la règle petit à petit. Maintenant, si je comprends bien cet arrangement, il fit un signe de tête à Delphine, qui était devenue très immobile. La fille devait servir à régler ce compte, du travail en lieu et place de pièces, pour ainsi dire. Ce qui fait d'elle, en quelque sorte, une garantie. Et une garantie ne s'en va pas comme ça sur une montagne, parce qu'un ermite a une crise de conscience. L'estomac de Joséphine se noua. Elle se tourna pour regarder Delphine. Elle vit la vérité écrite sur tout le visage de la femme. La panique, la rougeur, la façon dont elle évitait le regard de Doss. Et elle comprit tout d'un coup ce qui s'était passé. Il n'y avait pas de 30 $ pour nourrir Priscilla. L'argent allait à Doss. La fille allait à la montagne. Et la dette diminuait un peu. Et tout le monde sur la place le savait, l'avait laissé faire et avait appelé ça une miséricorde. « Vous m'avez vendu pour payer la banque », dit Joséphine. « Pas à Delphine, à personne, au ciel. Vous ne m'avez même pas vendu pour vous.
Vous m'avez vendu pour lui. Silas Calder se retourna complètement maintenant. Il regarda Arlen Doss pendant un très long moment. Et quand il parla, c'était lent, et c'était calme. Et chaque âme sur cette place se pencha pour l'entendre. Laissez-moi être sûr d'avoir bien compris, monsieur Doss. Il descendit du chariot d'un pas, de retour vers la promenade, cette jambe boitillante. Vous êtes là, dans votre beau gilet, en train de me dire, de dire à tous ces gens, qu'une fille vivante, en chair et en os, est une garantie sur le prêt d'un homme mort. Qu'elle appartient à votre banque comme une grange ou un chariot. Qu'elle peut être échangée pour effacer une dette qu'elle n'a jamais signée et dont elle n'a jamais dépensé un centime. Un autre pas. C'est à peu près ça. Le sourire de Doss devint un peu moins certain. La loi, c'est la loi, Calder. Une dette est une dette. Je ne fixe pas les conditions, je détiens seulement les. Il n'y a aucune loi sur ce territoire, ni sur aucun autre, dit Silas, qui permette qu'un être humain serve de garantie pour la dette d'un autre être humain. Pas depuis une guerre que nous avons menée précisément pour ça. Vous le savez, je le sais, et chaque homme sur cette promenade avec un peu de bon sens le sait. C'est pourquoi aucun d'eux ne m'a regardé dans les yeux depuis que je suis descendu de ce chariot. Sa voix ne s'éleva jamais, elle devint juste plus froide. Alors, voici la situation, monsieur Doss. Si Madame Merritt doit de l'argent à votre banque, c'est une affaire entre Madame Merritt et votre banque, et vous pouvez la régler avec un juge comme un homme civilisé. Mais la fille n'en fait pas partie. La fille n'en a jamais fait partie. Et si vous essayez de l'y inclure, j'irai moi-même à la capitale territoriale. Et je jurerai chaque mot de ce que j'ai vu se passer sur cette place ce matin, devant chaque témoin présent ici. Il se tourna lentement et balaya la foule de ce même regard plat. Et il y a beaucoup de témoins, n'est-ce pas, les amis? Personne ne répondit. Personne n'en avait besoin. La mâchoire de Doss se contracta. Il regarda la foule, la jaugeant. Joséphine le regarda faire le calcul. Elle le regarda peser combien de la peur de la ville, pour l'homme Calder, était de la peur, et combien, à cet instant précis, s'était doucement transformé en quelque chose de plus proche du respect. Elle le regarda, décidée que ça n'en valait pas la peine. Pas aujourd'hui, pas ici. Ce n'est pas fini, dit Doss finalement, à voix basse, seulement pour Silas. Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds, Calder. Vous ne savez pas quels intérêts vous contrariez. Je suppose que je le découvrirai. Silas toucha son chapeau, faussement poli. Monsieur Doss. Et il tourna le dos au banquier délibérément, une insulte que tout le monde comprit. Il retourna en boitant vers le chariot. Et cette fois, quand il se hissa sur le siège à côté de Joséphine, il respirait fort. Elle vit la douleur crisper les coins de ses yeux, et elle le vit la cacher. Il rassembla les rênes. Il ne la regarda pas. « Ça va, mademoiselle ?» Joséphine ouvrit la bouche pour dire oui, comme on est censé le faire, et se rendit compte qu'elle ne pouvait pas. « Non », dit-elle à la place, d'une petite voix. « Non, je ne crois pas. » Silas hocha la tête, comme si c'était la bonne réponse, comme s'il se serait méfié de tout autre. « C'est honnête. Je préfère l'honnêteté à un « ça va n'importe quel jour de la semaine ». Il cliqua la langue pour le cheval, et le chariot s'ébranla. La place commença à s'éloigner derrière eux. La banque, l'église, les visages. La petite main de sa sœur toujours levée dans un signe que Delphine n'avait pas réussi à attraper à temps. « Respirez maintenant. Vous ne me devez pas un mot de tout le trajet. Et vous ne m'en devrez pas un non plus quand nous arriverons. » La ville disparut derrière eux. La route tourna vers le nord et commença à monter. Et Joséphine Merritt, 19 ans, vendue le matin pour régler la dette d'un homme mort et libérée à midi par le seul homme que tout le monde lui avait appris à craindre, s'assit à côté d'un étranger sur un siège de chariot cahotant. Finalement, là où personne de Crooked Pine ne pouvait la voir, elle se laissa pleurer. Il la laissa faire. C'était la deuxième chose dont elle se souviendrait. Il ne lui dit pas d'arrêter. Il ne lui dit pas que tout irait bien, ce qui aurait été un mensonge. Et il ne remplit pas le silence de paroles, ce qui aurait été pour son confort, et non le sien. Il a simplement conduit, les deux mains sur les rênes, les yeux vers l'avant, et lui a laissé le kilomètre nécessaire pour s'effondrer, et le kilomètre suivant pour se reconstruire. Et quand elle s'essuya enfin le visage avec le talon de sa main et prit une inspiration tremblante, il attendit un moment décent avant de parler. « Je m'appelle Joséphine, dit-elle. Josie. » C'était sorti avant qu'elle n'ait décidé de le dire. Mon père m'appelait Josie. Personne d'autre maintenant. Josie. Il l'essaya avec précaution,
comme si c'était quelque chose qui pouvait se briser. Ça vous convient ou vous préférez Mademoiselle Merritt? C'est votre choix. Je vous appellerai comme vous me le direz. Elle le regarda de côté. C'était une si petite chose qu'on lui demandait. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait demandé comment elle voulait être appelée. « Josie, c'est bien, dit-elle. »« Josie, oui, merci. »« Très bien alors, Josie. » Il hocha la tête une fois, et ce fut réglé. Ils roulèrent un moment. Les sabots des chevaux, les roues, le vent et les grands pins étaient les seuls sons, et Josie découvrit à sa surprise que le silence n'était pas du genre effrayant. C'était le genre dans lequel on pouvait se reposer. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-elle finalement. « Demandez. Pourquoi l'avez-vous fait ?» Elle se tourna sur le siège pour lui faire face. « Envoyez l'argent. Vous ne m'aviez jamais rencontré. Vous n'aviez rencontré aucun d'entre nous. Vous auriez pu engager un ouvrier de la ville, un homme, quelqu'un de fort. Pourquoi envoyer 30 $ d'avance pour une fille que vous n'aviez jamais vue, sur la parole d'une femme que vous ne connaissiez pas ?» Silas resta silencieux assez longtemps pour qu'elle pense qu'il ne répondrait peut-être pas. Parce que la note disait qu'elle serait mise à la porte, sans nulle part où aller avant l'hiver, dit-il enfin. Ces mots, nulle part où aller. Ses mains se crispèrent sur les rênes et se relâchèrent. Je sais ce que c'est, Josie, de n'avoir nulle part où aller. Je sais ce qu'un hiver du Montana fait à un corps qui n'a nulle part où aller. J'ai enterré des gens qui n'avaient nulle part où aller. Un muscle travailla dans sa mâchoire. Alors, quand une note arrive au magasin disant qu'une personne est sur le point de devenir l'un d'eux, je me fiche pas mal que ce soit un homme ou une femme, ou de leur force, ou si c'est une bonne affaire. Ce qui m'importe, c'est qu'en janvier, ils aient un toit, un feu et assez à manger. C'est tout. Il n'y a rien de plus, quoi que la ville vous ait raconté. Josie étudia le profil de son visage, la cicatrice, les traits burinés, la jambe qu'il avait soigneusement arrangée d'un côté du plancher. « Ils m'ont dit que vous étiez un monstre, » dit-elle doucement. « Je sais qu'ils l'ont dit. Ils m'ont dit que vous aviez tué un homme, peut-être plus d'un. » Quelque chose se ferma sur son visage. Pas de la colère, quelque chose de plus ancien. Vraiment. Est-ce que c'est vrai? Il mit longtemps à répondre. Le chariot grimpait. Quand il parla enfin, sa voix était devenue plate et égale. La voix d'un homme récitant quelque chose avec lequel il avait fait la paix de ne jamais être cru. Il y a une version qu'il raconte à Crooked Pine, dit-il. Et il y a ce qui s'est passé. Et ce ne sont pas les mêmes histoires, Josie. Cependant, je ne vais pas rester assis ici et vous prétendre que mes mains sont propres. Parce qu'aucun homme n'a les mains propres après avoir vécu la vie que j'ai vécue. Mais je vais vous dire ceci, et vous pouvez le croire ou non, comme bon vous semble. Il la regarda, et il n'y avait aucune supplication, aucune demande de confiance. Juste une vérité simple et fatiguée posée entre eux. Je n'ai jamais de ma vie levé la main sur une âme qui n'en levait pas une d'abord contre quelqu'un de plus faible. Et je ne le ferai jamais. Vous allez être seul avec moi sur cette montagne pendant un bon moment, et je serais un lâche de ne pas le dire clairement pour que vous puissiez dormir la nuit. Vous êtes plus en sécurité sous mon toit que vous ne l'étiez sur cette place ce matin. C'est une barre basse, Dieu le sait, mais c'est vrai. Et ça le restera. Et si jamais je vous donne la moindre raison d'en douter, vous prenez ce cheval bay et vous partez. Et je ne vous appellerai même pas. Josie resta avec ça. Elle avait passé 19 ans à apprendre à lire la différence entre ce que les gens disaient et ce qu'ils pensaient. Sa belle-mère pouvait dire « Je t'aime comme ma propre fille » et vouloir dire « Tu es un fardeau dont je compte les jours pour me débarrasser ». Toute la ville pouvait dire « charité chrétienne » et vouloir dire « bon débarras ». Elle était devenue très très douée pour entendre la deuxième chose sous la première. Et elle écouta cet étranger balafré et boiteux dire « Vous êtes en sécurité ». Et pour rien au monde, elle ne pouvait trouver la deuxième chose en dessous. Il n'y avait pas de deuxième chose. Il y avait juste les mots. Elle ne savait pas quoi faire de ça. Alors elle détourna le regard vers les pins qui grimpaient, et elle dit d'une petite voix « Mon père disait la même chose, que je serais toujours en sécurité avec lui. » Elle déglutit. Il est mort il y a 2 hivers. Et il s'est avéré que la sécurité était la seule chose qu'il avait à me laisser. Et elle est morte avec lui. Je suis désolé, dit Silas. Et elle le crut aussi. Après son décès, Josie s'arrêta, recommença. Delphine l'a épousée quand j'avais 11 ans. Elle a amené Priscilla. Et pendant un certain temps, c'était bien. Je pensais que nous étions une famille. J'aimais cette petite fille comme si elle était de mon propre sang. Mais après la mort de papa, quelque chose a changé du jour au lendemain, ou presque.
comme un masque qui tombe. Et j'ai compris que pour elle, je n'avais jamais été une fille du tout. J'avais été le prix à payer pour épouser un veuf avec des terres. Sa voix se durcit légèrement. Et une fois que la terre était à elle, et que le veuf était sous terre, je ne servais plus à rien. Il n'y avait que sa vraie fille à laquelle penser. Less perspective de Priscilla, le nom de Priscilla. Elle eut un rire court et amer. Vous l'avez entendu le dire, devant toute la ville. Pas du genre à trouver un mari. Silas émit un son grave dans sa gorge. Cette femme, dit-il, ne connaît pas la première chose sur vous, Josie Merritt. Et elle a dit ce qu'elle a dit, parce qu'il est plus facile de jeter quelque chose si vous avez dit à tout le monde que c'était cassé au départ. Il secoua lentement la tête. Vous n'êtes pas cassé. Une personne ne se redresse pas et ne traverse pas une place pleine de gens qui se moquent d'elle sans s'effondrer. Je vous ai vu le faire. Si elle est cassée, ce n'est pas être cassé, c'est le contraire d'être cassé. C'est la chose la plus forte que j'ai vu une personne faire depuis un bon moment, et j'ai vu des hommes marcher sous les tirs. La gorge de Josie se serra. Elle baissa les yeux sur ses mains tordues sur ses genoux et ne put parler. Alors, Silas s'éclaircit la gorge, bourru, comme s'il en avait dit plus qu'il n'était à l'aise et voulait revenir sur un terrain plus sûr. Assez de paroles difficiles pour un trajet en chariot. Voici comment ça va se passer là-haut. Il y a la cabane, une seule pièce, mais elle est bien isolée, chaude, et c'est la vôtre. Je serai dans la grange. La tête de Josie se releva. La grange? Il y a un poêle là-bas et j'ai dormi dans des conditions plus rudes. Vous aurez la cabane et une porte qui se verrouille de l'intérieur. Et je serai à une bonne 40aine de mètres, où vous pourrez m'entendre. Mais vous n'aurez pas à me voir avant d'être prête. Ce sera comme ça jusqu'à ce que vous me disiez le contraire. Il le dit comme si c'était l'arrangement le plus naturel du monde. Comme si un homme abandonnant son propre lit et son propre toit à une étrangère était simplement ce qu'une personne faisait. Le salaire est $1 par semaine, payé le dimanche. À vous de le garder, de l'économiser ou de le dépenser en ville. Et si le travail vaut plus qu'$1, et ce sera le cas, je ne prétendrai pas le contraire, alors nous parlerons de plus. Vous cuisinez si le cœur vous en dit, et je vous en serai reconnaissant. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes obligé à pas grand-chose, sauf à être honnête avec moi sur la façon dont vous vous en sortez, parce que je ne peux pas réparer ce que je ne sais pas être cassé. Il lui jeta un coup d'œil. C'est juste? C'est... Josie secoua la tête, hébétée. Monsieur Calder, c'est plus que juste. C'est plus que ce que quiconque m'a offert depuis. Elle ne put finir. Pourquoi êtes-vous gentil avec moi? Le chariot atteignit le sommet d'une colline et le paysage s'ouvrit devant eux. Quelque part en contrebas, une cabane, une grange, un bouquet de sapins et 40 têtes de bétail, broutant l'herbe haute de l'été. Mais Josie ne regardait rien de tout ça. Elle le regardait, lui. Silas Calder resta silencieux un moment. Puis il dit sans la regarder, d'une voix devenue rauque sur les bords, « Parce que quelqu'un a été gentil avec moi une fois, quand je n'avais rien et que je méritais moins. Et j'ai passé chaque année depuis à essayer d'en être digne. » Il arrêta lentement les chevaux au sommet de la colline, serra le frein et se tourna enfin pour la regarder. Ce monstre que le monde entier craignait, avec son visage balafré, sa jambe abîmée et ses yeux si stables. « Bienvenue chez vous, Josie, pour aussi longtemps que vous voudrez que ce le soit. Personne ici ne vous échangera jamais contre quoi que ce soit. Vous avez ma parole là-dessus. Et ma parole est à peu près la seule chose qui me reste dans ce monde qui vaille quelque chose. » Et Josie Merritt, qui avait appris à entendre la deuxième chose sous la première, regarda ce visage et n'entendit que la vérité. Pour la première fois en 2 ans, elle se permit d'y croire. La première semaine, Josie apprit qu'une montagne ne se soucie pas de savoir si vous êtes en deuil. Elle l'apprit avant l'aube du 2e matin, quand Silas frappa 2 fois à la porte de la cabane. Pas fort, juste assez pour la réveiller. Et il appela à travers le bois que les vaches ne se treyaient pas toutes seules, et qu'elle était la bienvenue pour dormir, mais que le café serait déjà bu quand elle sortirait. Elle fut debout, habillée, et dehors en 4 minutes chrono. Car 2 ans dans la maison de Delphine lui avait appris qu'une personne qui dormait pendant que les autres travaillaient ne restait pas la bienvenue longtemps. Silas était déjà près du foyer devant la grange. Il leva les yeux vers elle, surpris. « Je ne voulais pas dire que vous deviez sauter du lit, dit-il. C'était une invitation, pas une cloche. Je ne reste pas au lit pendant qu'un homme fait les corvées, dit Josie. Je n'ai pas été élevé comme ça. Non. Quelque chose traversa son visage. Non, je suppose que non. Il lui tendit une tasse en fer blanc de café, noir et brûlant.
Elle l'enveloppa de ses deux mains et comprit, par la petite manière prudente dont il la lui passait, tournant l'anse vers elle, ne laissant pas ses doigts toucher les siens, qu'il avait réfléchi à la façon de tendre une tasse de café à une fille effrayée, qu'il avait décidé à l'avance de ne pas la toucher. Elle ne savait pas quoi faire d'un homme qui pensait si loin à son confort. Toute sa vie, les hommes qui pensaient à l'avance étaient ceux qu'il fallait surveiller de plus près. « Les vaches ?» dit-elle pour avoir quelque chose à dire. « Les vaches ?» Il fit un signe de tête vers la grange. « Venez, je vais vous montrer une fois. Vous saurez faire d'ici demain. » Il lui montra une fois. Elle sut faire dès l'après-midi. C'est ainsi que se déroula la première journée. Silas lui montrant une chose une seule fois, simplement, sans chichi. Puis il se retirait et la laissait échouer, comprendre, échouer à nouveau et réussir, sans jamais lui dire qu'elle était lente, stupide ou qu'elle faisait mal. Quand elle tira trop fort sur le pied de la vache et se fit envoyer à moitié hors du tabouret, elle se prépara à une voix cinglante, au soupir d'un « Pour l'amour de Dieu, ma fille ». Cela ne vint pas. Silas dit simplement de là où il fourchait du foin. Elle fait ça. Doucement d'abord, puis fermement. Elle sent la différence. Et vous aussi. Et il retourna à son foin. Josie resta assise là, dans la terre, les oreilles bourdonnantes. Elle réalisa qu'elle attendait une punition qui ne viendrait jamais. Le 4e jour, elle cessa de se préparer. Le 6e, elle se surprit à fredonner. Elle s'en rendit compte et s'arrêta, honteuse, comme on a honte de rire à un enterrement. Priscilla était toujours dans cette maison. Son père était toujours sous terre. Elle n'avait aucune raison de fredonner. Mais la montagne ne se souciait pas de ça non plus. Les ennuis arrivèrent le 8e jour. Ils arrivèrent comme les ennuis arrivent sur une montagne, vite, et d'une direction que personne ne surveille. Josie était dans le jardin, à genoux dans les rangées en ruine où Silas ne pouvait plus s'agenouiller. Elle arrachait 2 ans de mauvaises herbes d'une bonne terre quand elle entendit les chevaux. 3 d'entre eux, montant la piste nord au pas. Quelque chose dans leur bruit, trop nombreux, trop lent, trop délibéré, l'a mis sur ses pieds avant même qu'elle n'y ait pensé. Silas était déjà sorti de la grange. Il apparut au coin avec un chiffon dans les mains, essuyant de la graisse de ses doigts. Il s'arrêta quand il vit les cavaliers, et Josie regarda tout son corps changer. C'était un petit changement. Il ne chercha rien, ne se mit pas en garde, ne fit aucune des choses qu'un homme fait quand il veut que vous sachiez qu'il est dangereux. Il devint juste immobile, silencieux d'une manière qui était plus forte que n'importe quel bruit, et elle comprit en le regardant que c'était ce que la ville avait vu et appelé monstrueux, cette immobilité, parce que c'était l'immobilité d'un homme qui avait déjà décidé depuis longtemps jusqu'où il laisserait une chose aller avant d'y mettre fin. « Josie, dit-il à voix basse, sans la regarder, rentre dans la cabane. Qui sont-ils? Les hommes de Dos. Rentre. » Elle ne rentra pas. Elle vint se tenir à quelques pas derrière lui, sur le côté, assez près pour être avec lui, assez loin pour ne pas gêner sa mauvaise jambe. Elle vit sa mâchoire se crisper. Elle sut qu'il voulait discuter, et elle sut qu'il ne le ferait pas, parce qu'il n'y avait pas le temps. Les 3 cavaliers s'arrêtèrent dans la cour. 2 d'entre eux, elle ne les connaissait pas. Des hommes au visage dur, avec des pistolets portés bas et à portée de main. Le 3e, elle le connaissait. Le contremaître de Harlan Doss, un homme mince nommé Kurt Pardoe, avec une façon de sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il avait une fois personnellement jeté les meubles d'une veuve dans la rue pendant qu'elle pleurait, appelant ça des affaires. Calder. Pardoe toucha le bord de son chapeau, moqueur. Bel endroit que vous avez ici. Vraiment bien. Ce serait dommage. Dites ce que vous voulez, Pardoe. Rien d'important, une visite amicale. Les yeux de Pardoe passèrent par-dessus Silas et trouvèrent Josie. Ils la parcoururent lentement de haut en bas et elle le sentit comme une main. « C'est la fille, celle pour qui vous avez joué les galants sur la place ?» Il siffla doucement. « La moitié de la ville en parle, vous savez. Le monstre et la rejetée. Mignon comme tout. » Josie sentit son visage s'empourprer. À côté d'elle, Silas n'avait pas bougé. « Vous avez dit ce que vous aviez à dire, » dit Silas. « Maintenant, faites demi-tour. Voyez-vous, je le ferai bien. » Pardoe s'appuya sur le pommeau de sa selle. « Mais Monsieur Doss, il a eu une idée légale. Il s'avère que cette jeune fille là-bas a bien des papiers qui lui sont attachés. Et je ne parle pas de la dette, je parle, il sourit plus largement. Il s'avère que le comté a des questions sur une fille de 19 ans vivant non mariée et sans chaperon avec un homme comme vous. Des questions de décence.
Monsieur Doss étant un homme pieux, il détesterait voir un scandale. Il a pensé que ce serait peut-être plus propre pour tout le monde si la fille revenait en ville. En garde à vue préventive, pourrait-on dire, jusqu'à ce que les choses soient réglées correctement. Et voilà, Josie sentit le sol se dérober. Elle vit tout en un instant. Comment ils avaient tordu les choses. Comment il prendrait la seule chose gentille qui lui était arrivée en 2 ans et en ferait une saleté, en ferait un scandale, la ramènerait de la montagne au nom de sa propre décence et la rendrait directement à la femme qui l'avait vendue. Elle ouvrit la bouche, et ce qui en sortit la surprit. Non. Pardo cligna des yeux. Pardon, mademoiselle? J'ai dit non. Sa voix trembla, et elle la fit cesser. J'ai 19 ans, je suis majeur sur ce territoire, et je suis ici de mon plein gré, pour un salaire honnête. Et il n'y a rien dans la loi de Dieu ou des hommes qui dit que je dois aller où que ce soit avec vous. Alors, vous pouvez dire à Monsieur Doss que je décline sa protection. Et vous pouvez lui dire que je sais exactement ce qu'elle vaut. Pendant 1 seconde, personne ne parla. Puis Silas dit doucement, sans quitter Pardo des yeux. Elle l'a dit, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Le sourire de Pardo s'effaça enfin. Vous faites tous les deux une erreur. Je suppose que nous sommes doués pour ça. Silas fit un pas en avant. C'était une si petite chose, un pas inégal. Mais les 2 hommes de main bougèrent sur leur selle. L'un d'eux laissa tomber sa main vers sa ceinture. Silas le vit, s'arrêta et écarta ses propres mains vides, bien en évidence au soleil. « Attendez, personne ici n'est armé à part vous 3, et j'aimerais que ça reste une visite amicale, comme vous l'avez dit. Alors voici comment ça va se passer, Pardo. Vous allez redescendre et dire à Doss que la fille refuse. Et vous allez lui dire une chose de plus. Et vous allez le lui dire avec soin, parce que je le veux mot pour mot. » Sa voix baissa. « Dites-lui que je sais ce qu'il y a sous ces terres. » Quelque chose changea sur le visage de Pardo. Ce fut rapide, un éclair partit presque avant d'être venu. Mais Josie le vit, et Silas aussi. Et Josie comprit qu'elle venait de voir un bluff tomber sur quelque chose de réel. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » dit Pardo. « Trop vite. Bien sûr que non. » Silas faillit sourire. « Dites-le lui quand même, mot pour mot. Calder sait ce qu'il y a sous les terres. Et puis regardez son visage quand vous le direz, Pardo. Et vous saurez si je bluffe bien mieux que vous ne le savez maintenant. » Pardo resta sur son cheval un long moment. Puis il rassembla ses rênes, tirant brusquement la tête de l'animal. « Ce n'est pas fini, dit-il. Ça ne l'est jamais. » Silas ne bougea pas. « Bonne route. » Ils partirent. Josie se tenait à côté de Silas et les regarda tous les 3 descendre la piste nord au trot. Plus aucune fanfaronnade. Elle attendit que le bruit de leurs pas se soit estompé dans les pins avant que ses jambes ne la lâchent. Elle s'assit lourdement dans la terre du jardin. Silas fut à côté d'elle en un instant, aussi vite que sa jambe le lui permettait. Il s'abaissa avec un grognement, sans la toucher. Juste là. « Vous avez bien fait, » dit-il. « Vous m'entendez? Vous avez bien fait. Mieux que bien. Je tremble. » « Bien sûr que vous tremblez. C'est votre corps qui vous dit qu'il vient de faire quelque chose de difficile. » Il la regarda, et il y avait quelque chose de nouveau sur son visage, quelque chose qui ressemblait presque à de l'émerveillement. « Non. Vous l'avez dit droit dans ses dents. Vous savez combien d'hommes adultes dans ce comté diraient non à Kurt Pardo? Je pourrais les compter sur cette main. » Il leva sa main, en fit un point, puis l'ouvrit. « Juste vous. » Josie eut un rire humide, à moitié un sanglot. Ça ne semblait pas courageux. C'était comme tomber. « C'est ce que l'on ressent quand on est courageux, Josie, » dit-il doucement. « Quiconque vous dit le contraire essaie de vous vendre quelque chose. » Elle s'essuya le visage, se calma. Et puis elle posa la question qui se formait depuis leur arrivée dans la cour. « Qu'y a-t-il sous les terres ?» L'expression de Silas se ferma. Pas contre elle, elle le comprenait maintenant. Juste fermé, comme un homme ferme une porte sur une pièce où il ne va pas. « Plus tard, dit-il, je vous le dirai. Vous avez mérité la vérité, et vous l'aurez. Mais pas assis dans la terre avec mon cœur qui bat encore la chamade. Laissez-moi me relever de ce sol d'abord, voulez-vous, avant que ma jambe ne se bloque et que vous deviez aller chercher le cheval pour me tirer. » Et Josie rit à nouveau, vraiment cette fois. Elle se leva, et avant d'avoir réfléchi si elle en avait le droit, se pencha et lui offrit sa main. Silas la regarda. Un instant, elle pensa qu'elle avait fait une erreur, franchi la ligne prudente qu'il avait tracée. Elle commença à la retirer. Mais alors sa grande main balafrée se referma sur la sienne, chaude, rugueuse et douce. Elle se cala et tira. Il se releva du sol avec un grognement et beaucoup de son propre effort.
Et pendant une seconde, ils se tinrent proches, sa main toujours dans la sienne, tous deux un peu surpris. Silas lâcha le premier, prudemment. « Merci, dit-il, bourru. De rien. » Et aucun d'eux ne dit quoi que ce soit sur le fait que c'était la première fois qu'elle le touchait volontairement. Il lui raconta cette nuit-là. Il lui raconta près du feu après le souper. Elle avait fait un ragoût de lapin et du pain de maïs. Il en avait mangé 3 portions et lui avait dit 2 fois que c'était la meilleure chose qu'il ait mise dans sa bouche depuis des années. Elle avait rougi et dit que ce n'était que du lapin. Et il avait dit « Ce n'est jamais juste quelque chose si une personne l'a fait avec soin. » Et elle avait dû détourner le regard. Et puis le feu baissa, et les étoiles sortirent, épaisses et froides au-dessus d'eux. Silas tourna, et retourna sa tasse de café dans ses mains, et finalement parla. « Cette terre appartenait à mon père, dit-il, et à son père avant lui. Les Calder sont sur cette montagne depuis 60 ans. Il y a environ 4 ans, un arpenteur est passé, un travail du comté pour cartographier les ruisseaux. Il m'a pris à part, discrètement, et il m'a dit quelque chose qu'il n'était pas censé me dire. Silas fixa les braises. Il m'a dit qu'il y avait de l'argent dans la roche du ruisseau. Pas un peu. Un filon qui court juste sous le pâturage nord, sous cette cabane, sous toute la crête. Il a dit que dans 5 ans, 10 ans, quand les gros sous viendraient chercher, cette terre vaudrait plus que chaque arpent de la vallée réunie. Il tourna la tasse. Et il m'a dit une autre chose. Il a dit que Harlan Doss avait déjà commencé à se renseigner, à acheter discrètement. Il faisait signer aux hommes des billets qu'ils ne pouvaient pas payer pour pouvoir prendre leur terre quand ils feraient défaut. Il se construisait un empire sur le dos d'un secret que seule une poignée de personnes connaissaient. Josie devint glaciale. « Les dettes », murmura-t-elle. « C'est pour ça qu'il détient autant de créances. Ce n'est pas un banquier. C'est un homme qui construit une mine sur la ruine des autres. » Silas hocha la tête. « Une ferme à la fois, une famille à la fois. Signez ici, madame. Désolé pour votre mari, madame. Oh mon Dieu, vous avez fait défaut, madame. Je prends l'acte de propriété. Et personne dans cette vallée ne sait pourquoi la banque Doss est si désireuse de prêter à des gens qui ne peuvent pas rembourser. Mais moi, je le sais. » Il leva les yeux vers elle. « Et maintenant, vous le savez. Mais votre terre. » L'esprit de Josie s'emballait. « Vous êtes sur le filon, le meilleur. Il a besoin que je parte, » dit Silas platement. « Il a besoin que je parte. » dit Silas platement. « Il a besoin que je parte, » dit Silas platement. « Il a besoin que je parte, » dit Silas platement. « Il a besoin que je parte, » dit Silas platement. « Il a besoin que je parte, » dit Silas platement. « Il a besoin que je parte, » dit Silas platement. Pas de dette que Doss puisse réclamer, pas de famille sur laquelle il puisse faire pression, rien qu'il puisse prendre. Une pause. Jusqu'à il y a 8 jours. L'estomac de Josie se noua pour la 2e fois ce jour-là. Moi, vous. La mâchoire de Silas travailla. À la seconde où je me suis levé sur cette place et me suis interposé entre vous et cette femme, Doss l'avait. La première chose que j'avais voulu en 4 ans, la première chose que je protégerais, le premier levier qu'il pouvait actionner. Il secoua la tête, et il y avait quelque chose de brut là-dedans, quelque chose comme de la culpabilité. Je suis désolé, Josie. La vérité, c'est qu'en vous aidant, j'ai peint une cible sur votre dos. Pardo qui est venu ici aujourd'hui, ce n'est pas à propos de la dette. C'est parce que vous êtes la seule chose sur cette montagne que Doss peut utiliser pour me faire partir. Et je ne l'ai pas vu clairement jusqu'à maintenant, en vous le disant à voix haute. Et que Dieu me vienne en aide, si je l'avais vu ce matin-là sur la place, j'aurais quand même fait la même chose. Mais j'aurais... « Ne faites pas ça !» La voix de Josie sortit féroce, les surprenant tous les deux. N'osez pas vous excuser pour la seule chose décente que quelqu'un ait faite pour moi en 2 ans. Ne le faites pas. Silas se tut. Vous voulez savoir ce qui se serait passé si vous m'aviez laissé sur cette place. Josie se pencha vers le feu, vers lui. Je serai de retour dans la maison de Delphine ce soir, ou pire. Et je ne serai rien, et personne n'aurait jamais dit le mot non pour moi de toute ma vie. Alors ne restez pas assis là à me dire que vous êtes désolé de m'avoir sauvé. Vous pouvez être désolé que ce soit difficile. Vous pouvez être désolé que ce soit dangereux. Mais ne soyez pas désolé de l'avoir fait. Sa voix se brisa. Parce que c'est la première fois de toute ma vie que quelqu'un m'a regardé et a décidé que j'en valais la peine. Et je ne vous laisserai pas le reprendre. Le feu crépita. Quelque part dans le noir, un oiseau de nuit appela. Silas la regarda à travers les braises pendant un très long moment. Quelque chose bougea sur son visage buriné
qu'elle n'y avait jamais vu auparavant. Pas l'immobilité, pas le silence gardé, mais quelque chose qui s'ouvrait, quelque chose qui avait été fermé si longtemps qu'il avait presque oublié comment faire. « Très bien, dit-il, bas et rauque. « Très bien, Josie, je ne le reprendrai pas. » Aucun d'eux ne dormit beaucoup cette nuit-là. Les jours qui suivirent avaient un poids différent. Ils savaient tous les deux maintenant. Ils savaient que Doss n'en avait pas fini. Ils savaient que Pardo reviendrait avec quelque chose de pire que des mots. Ils savaient que la montagne qui avait semblé être un refuge était en réalité un échiquier, et qu'ils en étaient tous les deux des pièces. Et cela aurait dû les séparer, cette connaissance. La peur fait ça. La peur rend les gens petits, égoïstes et prompts à se sauver. Cela fit le contraire. Josie se surprit à ne pas pouvoir s'empêcher de regarder Silas travailler. La façon dont il ménageait sa jambe, mais ne s'épargnait jamais. La façon dont il parlait bas aux chevaux comme s'ils étaient des personnes. La façon dont il la surprenait en train de le regarder et baissait la tête comme un garçon. Et Silas trouvait des excuses pour être près de l'endroit où elle travaillait, assez près pour parler. Et il parlait plus chaque jour, et la conversation devenait plus facile. Et un soir, elle leva les yeux de la barrière qu'elle l'aidait à réparer et réalisa qu'elle riait depuis 10 minutes d'affilée pour rien du tout. Que le son de son propre rire avait cessé de la surprendre. Cela l'effraya plus que Pardo ne l'avait fait. « Silas, dit-elle un soir, prudemment, puis-je vous poser la question sur ce que la ville dit, le meurtre ?» Il resta silencieux un moment. « Je suppose que vous en avez le droit. Vous n'êtes pas obligé. »« Non, vous devriez l'entendre de ma bouche, et non de celle de Pardo un jour. » Enjolivé de manière laide. Il posa le harnais qu'il était en train de huiler. « Il y a 10 ans, avant la jambe, je travaillais pour l'association des éleveurs. Un tueur à gages, en quelque sorte, bien que nous l'appelions autrement. Et il y avait un homme, un agent foncier travaillant pour le chemin de fer, qui chassait les familles de leurs concessions. Il brûlait des granges, empoisonnait des puits. Il le faisait légalement sur le papier, mais c'était un meurtre en fait. Et une nuit, je suis tombé sur lui, et 2 autres, en train de brûler une ferme. Une famille, un homme, sa femme, 3 petits-enfants, se tenaient dans la cour en chemise de nuit, regardant tout ce qu'ils possédaient partir en fumée. Et l'agent, il avait un pistolet sur le père, et il allait... Silas s'arrêta. Ses mains s'étaient immobilisées. Je les ai tués tous les 3 dans la cour, devant ses enfants. Et je le referai demain, et 2 fois le dimanche. C'est la pure vérité. Et c'est aussi la vérité que je n'ai pas eu une nuit de sommeil complète depuis. Parce qu'on ne fait pas une chose comme ça, même une chose juste, et on en sort indemne. Josie resta très immobile. « La jambe, dit-elle doucement. La jambe est venue après. Un des 3 n'est pas mort aussi vite que je le pensais. » Un demi-sourire sinistre. « Il m'a mis une balle dans le genou avant de partir. » Alors, il écarta les mains. « Voilà votre monstre, Josie. Un homme qui a tué 3 hommes pour en sauver 5 étrangers. Qui boite depuis et n'a jamais raconté l'histoire vraie. Parce que la version qu'il raconte en ville, la version où je suis un tueur fou sans raison, cette version éloigne les gens. Et un homme qui veut qu'on le laisse tranquille apprend à les laisser croire le pire. » Il la regarda. « Mais je trouve dernièrement que je ne veux pas que vous croyiez le pire. » Alors voilà, tout est dit. Josie se leva. Elle contourna le feu lentement pour qu'il la voie venir, comme il le lui avait appris sans jamais le lui enseigner. Et elle s'assit à côté de lui, près, plus près qu'elle ne s'était jamais assise, de sorte que leurs épaules se touchaient presque. Et elle regarda le feu et non lui, parce qu'elle pensait que ce serait peut-être plus facile pour lui de cette façon. « Mon père, dit-elle, vous aurez appelé un homme bon, pas un monstre, un homme bon qui a payé trop cher pour avoir fait ce qui était juste. Et mon père était le meilleur juge d'âme que j'ai jamais connu. » Elle déglutit. « Alors c'est ce que je croirais. Et Kurt Pardo et toute la ville de Crooked Pine peuvent aller se faire pendre. » Silas émit un son qui aurait pu être un rire ou autre chose. « Vous êtes une chose rare, Josie Merritt, dit-il d'une voix rauque. Je suis une rejetée, dit-elle. Vous avez entendu Pardo, la rejetée et l'estropiée. Les choses rares, dit Silas, sont celles dont personne ne connaît la valeur jusqu'à ce qu'elles soient parties. Et puis, parce que le moment était devenu trop grand pour être contenu, il s'éclaircit la gorge, se leva de cette manière grognante et prudente. Il dit quelque chose sur les chevaux qui avaient besoin d'être vérifiés et s'éloigna en boitant dans le noir. Et Josie resta assise près du feu, seule, le cœur battant comme un marteau,
et ne comprit pas encore ce qui lui arrivait. Elle comprit 2 jours plus tard. Cela arriva vite, comme les choses importantes ici. Elle transportait un seau de nourriture à travers la cour, quand elle entendit Silas crier. Un aboiement sec de douleur derrière la grange. Elle laissa tomber le seau et courut. Elle contourna le coin et s'arrêta net. Il était à terre. À moitié sous un cheval, le grand bey, effrayé par quelque chose, s'était cabré et était mal retombé. Silas avait poussé un poulain hors de portée des sabots et avait pris la chute lui-même. Et maintenant, le bey était paniqué et piétinait. Silas était au sol, au milieu de l'agitation, sa mauvaise jambe tordue sous lui et ses bras sur sa tête. Josie ne réfléchit pas. Elle se retrouva entre lui et le cheval avant de savoir qu'elle avait bougé. Les mains en l'air, la voix basse et stable, comme elle l'avait entendu les calmer une centaine de fois. Doucement, doucement, maintenant doucement. Voilà ma belle. Et les oreilles du bail se dressèrent, et la folie quitta ses yeux. Il retomba sur ses 4 pattes et resta là, tremblant. Josie attrapa son licol, l'éloigna de 3 pas, l'attacha solidement à la barrière et se retrouva à genoux dans la terre à côté de Silas, en l'espace de 10 respirations. « Où ?» dit-elle. « Où avez-vous mal? Dites-moi où ?» La jambe. Il était gris de douleur, les dents serrées. Le vieux côté. « C'est juste la jambe. Ça va. Ça ne va pas du tout. Vous êtes couleur de cendre. » Ses mains bougeaient déjà, vérifiant, sûr. Ça, elle le savait. Elle l'avait fait pour son père, pour les chevaux. C'était son domaine. « Ne bougez pas. Laissez-moi sentir. C'est le genou ou au-dessus? » Josie. « Silas Calder, j'ai remis plus d'os en place que vous n'avez abattu d'hommes. Maintenant, ne bougez pas. » Et il ne bougea plus. Il laissa ses mains se déplacer sur le genou abîmé, douce et certaine. Elle constata qu'il n'était pas cassé, seulement violemment tordu. La vieille articulation avait été tirée au-delà de ses limites. Elle lui parla doucement et calmement pendant qu'elle la remettait en place. « Voilà, respirez, je vous tiens, je vous tiens. » Et Silas Calder, monstre de la montagne, tueur de 3 hommes, gisait dans la poussière de sa propre cour, la tête sur les genoux d'une fille rejetée. Il tremblait et se laissait tenir. Quand ce fut fini, quand la jambe fut immobilisée et qu'il fut appuyé contre le mur de la grange, sa couleur revenant et le bey se tenant tranquille, il leva les yeux vers elle. Il y avait quelque chose dans son visage qu'elle n'avait jamais vu dans le visage de personne, jamais dirigé vers elle. « Vous avez couru vers lui, dit-il, émerveillé. Le cheval, tout le monde court dans l'autre sens. Vous avez couru vers lui. Vous étiez en dessous. Tout le monde, répéta-t-il lentement, comme s'il l'apprenait, court dans l'autre sens. Et Josie, à genoux là, le visage couvert de terre, son sang sur ses mains et son cœur grand ouvert par la peur de l'avoir presque perdu, comprit enfin exactement ce qui lui était arrivé. Et exactement dans quel pétrin elle se trouvait. « Pas loin de vous, » dit-elle avant de pouvoir s'arrêter. « Je ne cours pas dans l'autre sens loin de vous. » Ils se regardèrent. Aucun des deux ne bougea pour combler les quelques centimètres restants. Pas à ce moment-là. Ce n'était pas le moment, et ils le savaient tous les deux. Lui, blessé au sol, tous deux à vif, une guerre descendant la piste nord qui pouvait tout emporter. Mais quelque chose avait été dit qui ne pouvait être repris, et ils l'entendirent tous les deux atterrir. Et Silas leva une main tremblante et balafrée, et, pour la première fois, effleura la terre de sa joue avec son pouce. Si prudent, si doux, comme si c'était elle qui pouvait se briser. « Non, dit-il doucement. Je suppose que non. » Et c'est à ce moment-là que le coup de feu retentit dans la vallée. Loin, en bas de la montagne, en direction de la ville, leurs 2 têtes se relevèrent, et la tendresse sur le visage de Silas devint dure et immobile comme la pierre. Il cherchait déjà le mur de la grange pour se hisser. « Ça vient de la propriété des Hendricks, dit-il, en bas de la crête, mon plus proche voisin. » Il prit appui sur un pied, sinistre, ignorant la jambe. Doss a fini d'envoyer des messages, Josie. Il a commencé à faire des exemples. Il la regarda, et le feu était de retour en lui, la vieille immobilité dangereuse. Mais il y avait quelque chose de nouveau à côté maintenant, quelque chose qu'elle y avait mis. Et que je sois damné si je le laisse en faire un de vous. Ils prirent le chariot pour descendre la crête, parce que Silas ne pouvait pas monter à cheval avec la jambe immobilisée. Josie conduisait, et elle conduisait vite.
Silas ne lui dit pas une seule fois de ralentir. Plus vite si tu peux, fut tout ce qu'il dit, une main agrippant la ridelle du siège, l'autre reposant sur la vieille carabine qu'il avait décrochée du mur de la cabane. C'était la première fois qu'elle le voyait toucher une arme. Hendricks a 70 ans, sa femme est presque aveugle. Si les hommes de DOS sont là-bas, j'ai compris. Elle claqua les rênes. Accrochez-vous. Ils descendirent le dernier virage, et la propriété des Hendricks s'ouvrit en contrebas. L'estomac de Josie se noua. Il y avait de la fumée. Pas une maison en feu, pas encore, mais un mince fil noir s'élevant de derrière la grange, et 3 chevaux dans la cour qu'elle reconnut, et une silhouette au sol dans la cour qui ne bougeait pas. « Oh mon Dieu !» souffla Josie. « Oh mon Dieu, Silas !» Doucement maintenant. Sa voix était devenue plate, froide et complètement calme, et ce calme l'effraya plus que des cris ne l'auraient fait. Doucement. Approchons-nous tranquillement. Ne les effrayons pas au point de leur faire quelque chose qu'ils ne pourront pas reprendre. Il arma la carabine d'une seule main, avec habitude. Et Josie, quoi qu'il arrive là-bas, quoi que tu vois, tu restes sur ce chariot. Tu m'entends? Tu ne descends pas de ce chariot. Silas, promets-le-moi. Je le promets. Elle mentit. La cour devint plus nette à mesure qu'ils approchaient. La silhouette au sol était le vieil Amos Hendricks. Il était vivant, assis maintenant, se tenant le bras, du sang sombre sur sa manche. Debout au-dessus de lui, se tenait Kurt Pardo avec un pistolet à la main. Les 2 hommes de main traînaient des meubles hors de la porte d'entrée et les jetaient en tas. Et derrière la grange, la fumée venait d'un tas de foin et de poteaux de clôture en feu. Un feu d'avertissement destiné à être vu de la crête. Destiné à être vu de la crête de Silas. Pardo leva les yeux à l'arrivée du chariot, et il sourit. Josie comprit d'un coup nauséeux qu'il avait voulu qu'il vienne. Que le coup de feu, la fumée, le timing, tout ça était un appât, et il l'avait pris. Et maintenant Silas était descendu de sa propre montagne, avec une jambe immobilisée et une fille pour laquelle il mourrait pour la protéger. Exactement là où DOS le voulait. Eh bien, maintenant, Pardo rengaina son pistolet tranquillement, comme s'il avait tout le temps du monde. Le monstre l'a rejeté. Et moi qui pensais que vous vous terreriez sur cette crête et que je devrais venir vous chercher. Vous m'avez épargné le trajet. Silas ne lui répondit pas. Il regardait Amos Hendricks. Amos, tu es gravement blessé? Juste éraflé. La voix du vieil homme tremblait, mais tenait bon. Silas, ne fais rien pour moi. Ils disent que j'ai signé des papiers. Je n'ai jamais rien signé. Ils disent que la banque possède ma propriété. Ils ont un papier qui dit « Je sais ce qu'ils ont ». Les yeux de Silas se reportèrent sur Pardo. Un acte falsifié, comme les autres. DOS signe le nom de la veuve, le nom du vieil homme, le type qui ne sait pas lire le signe lui-même, et le dépose. Et le temps que quelqu'un pense à le contester, c'est à 3 compter de là, et 1 an a passé. Et qui va payer un avocat pour le poursuivre? C'est à peu près ça, Pardo. Le sourire de Pardo vacilla, ce même vacillement que Josie avait vu sur la montagne, le vacillement d'un mensonge touché à l'os. Vous parlez beaucoup pour un homme dans votre position, dit Pardo. Et quelle est cette position? Descendu de votre montagne, une mauvaise jambe, un vieux fusil, aucune loi à 60 km à la ronde, et la seule loi qui existe boite avec M. DOS le jeudi. Pardo écarta les mains. Vous êtes un homme intelligent, Calder. Alors je vais le dire intelligemment. DOS ne vous veut pas mort. La mort, c'est salissant. La mort soulève des questions. DOS veut que vous partiez. Cédez la montagne, à un prix juste, plus que juste. Prenez la fille et partez pour l'Oregon. Recommencez à zéro. Et tout ça. Il désigna le tas en feu, le vieil homme, la maison saccagée. Tout ça s'arrête ce soir. C'est l'offre, c'est la seule offre. Refusez-la, et je ne peux pas promettre que le prochain feu ne sera que du foin. Et voilà. Tout était exposé au grand jour dans une cour, avec un vieil homme saignant dans la poussière. Josie regarda le visage de Silas et le vit peser le pour et le contre. Pas l'offre, elle le connaissait assez bien maintenant, il n'accepterait jamais l'offre, mais le moment. Les 3 armes, la jambe immobilisée, la fille à qui il avait dit de rester sur le chariot. Elle le vit faire le calcul de combien de personnes pourraient mourir dans les 60 prochaines secondes, et lesquelles. Et elle le vit décider quelque chose, et elle n'aima pas l'immobilité qui s'empara de lui quand il le décida. « Josie, dit-il sans la regarder, très doucement, descends et occupe-toi du bras d'Amos.
Ce n'était pas ce qu'il avait dit avant. Il avait dit de rester sur le chariot. Et maintenant, il lui disait de descendre. Et elle comprit, froide, malade, certaine, qu'il la faisait s'éloigner du siège du chariot, parce qu'il était sur le point de faire quelque chose, et qu'il ne voulait pas qu'elle soit dans la ligne de mire. « Silas !» Sa voix sortit faible. « Silas, qu'est-ce que tu... » Occupe-toi de son bras. Du fer dans la voix maintenant. Vas-y. Elle descendit. Parce qu'il l'avait demandé, et parce qu'Amos saignait, et parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Elle alla vers le vieil homme, s'agenouilla, et pressa son tablier sur la blessure. Elle garda son corps entre Amos et les armes. Et tout le temps, son cœur hurlait que Silas était sur le point de se faire tuer. Très bien, Pardo. Silas posa la carabine, délibérément. Il la posa sur le siège du chariot, retira sa main et leva ses deux mains vides en l'air. Je la pose. Tu vois, pas d'armes. Juste un estropié dans une cour, comme tu l'as dit. Maintenant, je veux parler, et je veux que tu écoutes, parce que je suis sur le point de te sauver la vie, et tu ne le sais même pas. Pardo rit. Tu vas me sauver la vie? C'est exact. Silas fit un pas inégal en avant, les mains toujours en l'air. Pense que tu es là, pensant que tu as 3 armes, et que j'ai une mauvaise jambe, et que c'est facile. Et ce que tu ne sais pas, ce que Doss ne t'a pas dit, parce que Doss ne dit pas tout à ses chiens, c'est que j'ai déjà envoyé les preuves, il y a 2 semaines. Il fit un autre pas. L'arpentage, l'argent, les actes falsifiés. J'ai des copies, Pardo. Des copies de 6 d'entre eux, d'une écriture qu'un tribunal pourrait faire correspondre à celle de Harlan Doss, en environ 4 minutes. J'ai tout envoyé au bureau foncier fédéral à Helena, avec une lettre exposant tout le stratagème. Et un marshal des États-Unis qui lit cette lettre, il ne demande pas au shérif du comté qui boit avec Doss le jeudi. Il vient. Et quand il arrivera ici et trouvera un vieil homme blessé par balle dans sa propre cour, la voix de Silas baissa. Il voudra un nom, Pardo. Et ce ne sera pas le visage de Doss qu'il a vu appuyé sur la gâchette. Ce sera le tien. La cour devint silencieuse, à l'exception du crépitement du feu d'avertissement. Les mains de Josie avaient cessé de bouger sur le bras d'Amos. Elle fixait Silas. Il y a 2 semaines. Mais Pardo n'était monté à la montagne qu'il y a 8 jours. Silas n'était pas au courant du marshal, de la lettre, de rien de tout ça. Il le lui avait dit cette nuit-là près du feu. Il tenait bon avec rien pour se battre. Il bluffait. Il bluffait avec sa vie, la vie d'Amos et la sienne. 3 armes braquées sur lui, pas de fusil dans les mains. Et il le faisait de cette même voix plate et calme qu'il utilisait pour calmer les chevaux. Et Josie réalisa qu'elle regardait la chose la plus dangereuse qu'elle ait jamais vue. Un homme qui avait décidé que la seule arme qui lui restait était la vérité. Et qui avait décidé de pointer une version de celle-ci, qui n'existait pas sur 3 hommes armés, et d'appuyer sur la gâchette. Elle le vit atterrir sur Pardo. Elle vit le visage du contremaître faire le calcul. Est-ce qu'il bluffe? Est-ce qu'il ne bluffe pas? Qu'est-ce que l'arpenteur lui a dit il y a 4 ans? Que c'est réellement Doss? Quelle part de tout ça pourrait être réel? Et elle vit le moment exact où Pardo réalisa qu'il ne pouvait pas en être sûr. C'était ça le truc. Il ne pouvait pas en être sûr. Et un homme qui ne peut pas être sûr qu'un marshal fédéral est déjà en route ne met pas une autre balle dans un autre corps dans une autre cour. « Vous mentez », dit Pardo. Mais ça sortit une demi-seconde trop tard. Peut-être. Silas fit le dernier pas. Proche maintenant. Assez proche pour le toucher. Les mains toujours ouvertes et vides. Peut-être que je mens. Tu veux parier la vie d'Amos là-dessus. Ta vie. Tu veux expliquer à un juge fédéral pourquoi tu as brûlé un témoin la veille de l'arrivée du marshal? Vas-y alors. Il inclina la tête vers le pistolet à la hanche de Pardo. Dégaine. Mais si tu dégaines sur moi, tu as intérêt à ne pas me manquer. Et même si tu ne me manques pas, tu as intérêt à espérer que je mens. Parce que si ce n'est pas le cas, tu viens de te pendre pour rendre un service à Harlan Doss dont il ne se souviendra même pas de ton nom. Moi aussi. Personne ne respira. Un des hommes de main près du tas de meubles prit la parole, nerveux. Kurt, je n'ai pas signé pour un truc fédéral. Tais-toi, dit Pardo. Je ne vais pas me faire pendre pour Doss. Ce n'est pas le marché. Tais-toi. Et c'était la fissure. Josie la vit s'élargir. Les propres hommes de Pardo hésitaient. La certitude avait quitté la cour. Et Pardo se tenait là, la main près de son arme, sans aucune bonne option. Parce que Silas avait fait la seule chose que personne ne fait. Marcher vers 3 armes les mains vides et faire des armes le problème au lieu de la solution. La mâchoire de Pardo travailla. Sa main plana.
Et puis, lentement, elle s'éloigna du pistolet. « Ce n'est pas fini, dit-il. » Les mêmes mots que sur la montagne, mais plus petits maintenant. Un homme cherchant la dernière chose qu'il avait. Si Doss entend parler de votre Marshall, il aura ses propres hommes à Helena en moins d'une semaine. Vous venez de démarrer un compte à rebours, Calder. Vous comprenez ça? Vous venez de démarrer un compte à rebours, et je ne pense pas qu'il tournera comme vous l'espérez. On verra bien. Silas ne bougea pas. Maintenant, prenez vos chiens et votre feu, et fichez le camp de la terre d'Amos Hendricks. Ils partirent. Josie les regarda monter à cheval, faire demi-tour. Elle regarda Pardo se retourner une fois. Ce n'était pas le regard d'un homme vaincu. C'était pire. C'était le regard d'un homme qui pensait déjà 3 coups à l'avance. Un homme qui avait été surpris une fois et ne le serait pas deux. Et puis ils disparurent sur la route de la vallée. Le seul son était Amos Hendricks pleurant doucement dans sa main valide, et le feu d'avertissement se consumant jusqu'à rien. Silas resta au milieu de la cour une respiration de plus. Puis sa jambe céda, et il tomba. Josie le rattrapa. Elle passa sous son bras avant qu'il ne touche la terre. Elle prit son poids, l'aida à s'asseoir doucement, et il tremblait maintenant. Tout le calme l'avait quitté d'un coup. Gris, en sueur, et tremblant comme un homme sorti d'une rivière glacée. « Vous bluffiez, murmura-t-elle. Il n'y a pas de Marshall. Il n'y a pas de lettre. Vous avez tout inventé sur le champ, à partir de rien. Chaque mot. » Sa voix se brisa. « Il n'y a pas de Marshall, Josie. Il n'y a pas de lettre à Helena. Il n'y a rien. J'ai juste... » Il inspira profondément. « J'avais juste besoin qu'il ne soit pas sûr. C'est tout ce qu'est un bluff. Tu n'as pas besoin de gagner. Tu as juste besoin que l'autre homme ne soit pas assez sûr pour parier sa tête. » Il eut un rire rauque, terrible. « Mon Dieu, mes mains tremblent. Est-ce qu'elles tremblent? Ne laisse pas Amos voir. Amos ne voit pas grand-chose, vieil imbécile. » Mais elle riait à moitié aussi, à moitié pleurait, s'accrochant à lui. « Vous avez marché vers 3 armes les mains vides avec une mauvaise jambe. Je vous avais dit de rester sur le... Tu m'as dit de rester sur le chariot et puis tu... Je sais. » Il lui serra le bras. « Je sais ce que j'ai fait. Et je le referai parce que c'était la seule carte que j'avais et je l'ai jouée. »« Josie !» Il se recula et la regarda, urgent. La peur sur son visage maintenant, pas pour lui-même. « Écoute-moi. Le bluff nous a acheté une nuit, peut-être 2. Parce que maintenant, Doss doit découvrir s'il y a vraiment un Marshall qui arrive. Et ça prend du temps. Envoyer un homme à Helena et retour. C'est le temps que nous avons. Et pendant ce temps, je dois rendre le bluff vrai. » Josie le dévisagea. « Quoi? Les actes falsifiés. La preuve. » Il essayait déjà de se remettre sur ses pieds, animé maintenant, brûlant. « Ça n'existe pas encore, mais ça pourrait. Amos ici n'a rien signé. Cet acte dans le coffre de Doss est un faux, et il y a des hommes dans toute cette vallée dans le même cas. Des veuves, des personnes âgées, des gens qui ne savent pas lire. Si je pouvais mettre ne serait-ce qu'un de ces actes falsifiés devant un vrai marshal fédéral, à côté du véritable arpentage, de l'argent, du mobile. Doss ne perd pas seulement la montagne, Josie. Il est pendu. Fraude foncière, falsification, incendie criminel, agression d'un témoin fédéral une fois que j'aurais fait d'Amos un témoin. » Ses yeux brillaient, d'une lueur fiévreuse. J'ai transformé le bluff en plan à la seconde où je l'ai dit à voix haute. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de le rendre réel avant que Doss ne découvre que ce n'est pas le cas. Et Josie sentit quelque chose monter dans sa poitrine qu'elle n'avait pas ressenti depuis 2 ans. Pas de la peur, pas du chagrin, mais quelque chose avec des dents, un but. « Alors c'est ce que nous allons faire, » dit-elle. « Josie, ne me... Josie pas. » Elle passa une épaule sous lui et le hissa. Il vint, et ils restèrent là, chancelant dans la cour, se soutenant l'un l'autre. « Vous n'arrêtez pas d'essayer de me laisser sur le chariot. Reste dans la cabane. Occupe-toi du bras. » « Eh bien, j'en ai fini d'être laissé sur le chariot. Silas Calder. Vous avez fait un bluff que vous ne pouvez pas soutenir seul. Et je sais lire, écrire et soigner. J'ai un visage dont personne dans cette vallée n'a peur. Et il y a tout un comté, plein de gens que Doss a volés, qui parleront à une fille avant de parler au monstre de la montagne. Alors vous ne ferez pas ça seul. Vous me comprenez? Quoi que ce soit maintenant, c'est à nous. » Silas la regarda un long moment. Puis il fit quelque chose qu'elle ne l'avait jamais vu faire. Il sourit, un vrai sourire. Tout son visage buriné et abîmé s'ouvrit avec. C'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue, et elle en perdit presque le souffle. « Oui, madame, dit-il doucement. Je suppose que oui.
Ils chargèrent Amos Hendricks et sa femme à moitié aveugles dans le chariot et les emmenèrent sur la montagne cette même nuit. Car Silas ne laisserait pas un vieil homme blessé dans une maison saccagée avec les hommes de Doss dans la vallée. Le temps qu'il les installe tous les deux près du feu de la cabane, il était plus de minuit. Les mains de Josie sentaient encore le sang et la fumée. Et c'est là que le plan commença. Au cours des 3 jours suivants, la montagne devint autre chose. Plus un refuge maintenant, ni un échiquier, mais une salle de guerre. Amos, il s'avéra, une fois qu'il cessa de trembler, était vif comme l'éclair et méchant comme un serpent à propos de Harlan Doss, qui essayait de prendre sa terre depuis 2 ans. Il connaissait des noms. Il savait quelle famille avait fait défaut, et tout perdu au profit de la banque Doss, où elle s'était dispersée, et lesquels avaient juré que les papiers étaient des faux, et s'étaient fait rire au nez au bureau du shérif. Josie nota tout d'une écriture soignée, une liste des volets, une carte du crime. Pendant que Silas arpentait la cabane sur sa jambe immobilisée, retournant le problème dans tous les sens, construisant le dossier dont un marshal aurait besoin. « Ce n'est pas assez », dit-il la 3e nuit, fixant la liste de Josie. « C'est une 12aine de personnes qui disent avoir été trompées. Doss dit qu'elles ont fait défaut honnêtement. Leur parole contre son papier. Nous avons besoin du papier lui-même. Nous avons besoin d'un acte falsifié entre nos mains pour le comparer à une vraie signature. Et Doss les garde tous dans le coffre-fort à l'arrière de cette banque. Alors, nous entrerons dans le coffre-fort, dit Josie. Silas la regarda comme si elle avait perdu la tête. Entrer dans Josie, c'est un vol de banque. C'est un crime passible de la pendaison. C'est exactement ce que Doss adorerait, que je cambriole sa banque pour qu'il puisse me tirer dessus légalement. Pas vous. La voix de Josie était très calme. Moi. La cabane devint silencieuse. Non, dit Silas. Silas. Non. Il contourna la table aussi vite que sa jambe le lui permettait et la prit par les épaules. C'était la première fois qu'il la saisissait comme ça, durement, avec peur. Non, absolument pas. Je ne vous enverrai pas sur cette montagne dans la banque de Harlan Doss. Vous me comprenez? J'ai vu cet homme traiter des êtres humains comme des poteaux de clôture. S'il vous attrapait, sa voix se brisa. S'il vous attrapait, je ne pourrais pas le supporter, Josie. Je ne pourrais pas. Vous m'entendez? Il n'y a pas de version de cette histoire où je vous laisse entrer là-dedans. Et Josie, levant les yeux vers son visage terrifié, ses mains agrippant ses épaules comme si elle était la dernière chose solide dans une inondation, comprit 2 choses à la fois. La première était qu'il l'aimait. Elle le savait peut-être depuis le cheval, depuis sa main sur sa joue. Mais elle le savait maintenant, entièrement et certainement, dans la terreur brute sur son visage, à l'idée de la perdre. La seconde était qu'on frappait à la porte de la cabane. Ils se figèrent tous les deux. Il était plus de minuit. Personne ne montait sur la montagne à minuit. La main de Silas se dirigea vers la carabine. Le cœur de Josie s'emballa. Le coup frappa de nouveau, doux, pressé, effrayé. Puis une voix de jeune fille, faible et tremblante, de l'autre côté du bois. « Josie, Josie, s'il te plaît, sois là, c'est moi. » Le corps entier de Josie devint glacial. Elle traversa la cabane, déverrouilla la barre et ouvrit la porte. Et là, debout sur le seuil, dans une robe de voyage déchirée, avec un bleu devenant violet sur sa joue, un petit sac de voyage serré contre sa poitrine, et un cheval essoufflé et écumant derrière elle, se tenait Priscilla, sa demi-sœur. Coinzant, le visage mouillé et terrifié, et à 150 kilomètres de là où elle aurait dû être. « Prissy ?» Josie pouvait à peine prononcer le mot. « Prissy? Quoi? Comment as-tu » Je me suis enfui. Priscilla pleurait, les mots sortant en cascade. « Je les ai entendus, Josie. J'ai entendu maman et monsieur Doss dans le salon. Ils ne savaient pas que j'étais dans les escaliers. Et Doss a dit, il a dit. » Elle attrapa les mains de Josie. « Il a dit qu'il n'attendrait aucun marshal. Il a dit qu'il monterait sur la montagne demain avec 10 hommes. Qu'il allait brûler la cabane avec M. Calder dedans et te ramener. Et faire croire que M. Calder t'avait fait quelque chose, pour que personne ne pose de questions. Et maman, sa voix se brisa. Maman a dit d'accord. Elle a dit d'accord, Josie, tant que c'est fait discrètement. Elle a dit que tu allais de toute façon mal finir. La cabane était silencieuse. Josie se tenait là, tenant les mains froides de sa petite sœur dans l'embrasure de la porte. Derrière elle, elle entendit Silas poser lentement la carabine sur la table.
Elle entendit Amos Hendricks murmurer « Seigneur Dieu ». Et elle sentit tout le plan soigneusement élaboré, le bluff, les actes, le Marshall qui n'existait pas, s'effondrer en un seul point dur. Demain. Doss arrivait demain. Combien d'hommes, dit Silas. Sa voix était redevenue plate, froide, calme. Et cette fois, Josie ne la trouva pas du tout effrayante. Cette fois, elle découvrit qu'elle l'aimait. 10. Priscilla s'essuya le visage. Il a dit 10. Et le shérif est avec eux. Donc il n'y aura pas de loi après. Le shérif dira que tout était légal. Il dira que M. Calder, il dira que j'ai fait quelque chose à Josie. Et la ville le croira parce qu'il croit déjà que je suis un monstre. Silas hocha lentement la tête, assimilant l'information, la retournant. Bien sûr qu'il le fera. C'est toute l'utilité d'une réputation comme la mienne. C'est la cage qu'ils ont construite autour de moi pendant 10 ans. Et maintenant, il va l'utiliser pour m'enterrer. Il leva les yeux. Et il y avait quelque chose dans ses yeux que Josie n'avait jamais vu. Pas de la peur, pas le calme glacial et meurtrier, mais quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Presque comme un homme qui avait attendu très très longtemps et qui venait d'entendre la fin de l'attente. Eh bien, très bien alors. Silas, la voix de Josie trembla. Ils sont 10, plus le shérif. Et il y a toi, moi, un vieil homme blessé et 2 filles. On ne peut pas... Non, acquiesça Silas. On ne peut pas. Pas de la façon dont il compte. Il traversa la pièce jusqu'à la fenêtre et regarda la montagne sombre vers la vallée, vers la ville qu'il avait traitée de monstre pendant 10 ans. Quand il se retourna, son visage buriné était figé comme la pierre et brûlant comme une forge. Alors, nous allons devoir faire en sorte qu'il compte mal. Tous. Doss, le shérif, toute la ville de Crookpine. Il regarda Josie, Priscilla et Amos. Quelque chose en lui était devenu très grand et très immobile. Il pense savoir exactement ce que je suis. Depuis 10 ans, ils en sont sûrs. Le monstre de la montagne. Il prit la liste des volets de Josie et la tint dans sa main balafrée comme une arme. Demain, dit Silas Calder doucement, je vais montrer à toute cette vallée ce que je suis vraiment. Et ce sera la dernière erreur que Arlen Doss fera jamais. Ils ne dormirent pas. Il n'y avait pas le temps de dormir, et il n'y avait pas une âme dans cette cabane qui aurait pu le faire de toute façon. À l'heure grise avant l'aube, Silas avait tout mis au point, et il l'exposa sur la table comme une main de cartes. « Nous ne combattons pas 10 hommes, dit-il. Nous ne pouvons pas, et nous ne le ferons pas. Une fusillade ici est exactement ce dont Doss a besoin. Des cadavres sur la montagne, l'œuvre du monstre, le shérif là, pour le consigner comme Doss le souhaite. Si un seul coup de feu est tiré, nous perdons, même si nous gagnons. » Il regarda les 4 visages. « Donc, nous ne tirons pas un seul coup de feu. Nous faisons la seule chose que Doss n'a jamais eu à prévoir de toutes ces années à voler cette vallée. »« Et qu'est-ce que c'est » dit Amos. « Des témoins. » Silas posa sa main balafrée à plat sur la liste des volets de Josie. Chaque famille sur cette liste s'est fait escroquer dans le noir, seule, une à la fois, sans personne pour regarder à part le shérif qui est dans la poche de Doss. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça a toujours marché. Un homme comme Doss peut faire tout ce qu'il veut tant qu'il ne le fait qu'à une seule personne effrayée à la fois et que personne ne voit. Sa mâchoire se serra. Alors, nous allons nous assurer que tout le monde voit, tous en même temps, en plein jour, au milieu de la ville. Josie se pencha en avant. Comment ? Parce qu'il ne vient plus sur cette montagne pour me brûler discrètement à minuit. Silas faillit sourire. Priscilla a mal entendu. Ce n'est pas de ta faute, ma fille. Tu as fait la chose la plus courageuse que quiconque ait faite dans toute cette affaire. Mais, réfléchissez. Doss a dit 10 hommes, et le shérif, en plein jour, avec une histoire prête sur ce que j'ai fait à Josie. Ce n'est pas un meurtre, c'est un spectacle. Il veut que la ville regarde le monstre se faire abattre. Il veut un public. Les yeux de Silas brillèrent. Eh bien, un homme qui veut un public est un homme qui est sur le point d'en avoir un. Et un public est la seule chose qui peut le faire pendre. Et donc, ils n'attendirent pas sur la montagne pour être attaqués. Ils descendirent à leur rencontre. Ils chargèrent le chariot avant le lever du jour. Amos et sa femme aveugle, Priscilla, la liste et la carabine de Silas, enveloppées dans une couverture et cachées sous le siège. Pas pour l'utiliser, mais pour l'avoir. Et ils descendirent de la crête, non pas par la piste nord que les hommes de Doss grimperaient, mais par l'ancienne piste forestière à l'est,
celle que seul Silas connaissait. Celle qui débouchait derrière l'église, en haut de l'unique rue de Crooked Pine. Et ils arrivèrent les premiers. C'était tout le pari, arriver en ville avant Doss, se placer devant le public avant que Doss ne puisse l'arranger à sa manière. Ils arrivèrent les premiers. Au moment où le soleil était pleinement levé sur la vallée, Josie se tenait sur les marches de l'église de Crooked Pine avec sa demi-sœur à ses côtés, et un vieil homme blessé s'appuyant sur son bras. Et la ville se rassemblait, comme elle se rassemblait toujours. Le magasin général se vidait, les visages du magasin d'aliments pour animaux. Des visages qu'elle connaissait, des visages qui s'étaient moqués d'elle il y a 9 jours sur cette même place, quand sa belle-mère l'avait vendue. Et Josie Merritt, la rejetée, monta une marche de plus pour que tous puissent la voir. Et elle commença à parler. La plupart d'entre vous me connaissent. Sa voix trembla au début, puis plus. Vous avez vu Delphine Merritt me vendre sur cette place il y a 9 jours. Certains d'entre vous ont ri. Je me souviens de ceux qui ont ri. Elle laissa cela faire son effet, regarda quelques visages se baisser. Et la plupart d'entre vous connaissent Amos Hendricks, qui se tient ici, blessé au bras. Parce qu'il y a 2 jours, Kurt Pardo a brûlé sa propriété et lui a tiré dessus pour des papiers qu'il n'a jamais signés. Elle leva haut la liste de Josie. Et j'ai les noms de 11 autres familles de ce comté que Harlan Doss a volé exactement de la même manière. La veuve Kane, les Alvarado, le vieux Petey qui ne sait pas lire son propre nom. Doss a falsifié leurs actes, pris leurs terres et a dit à chacun d'entre vous qu'ils avaient fait défaut honnêtement. Sa voix résonna contre les devantures des magasins. Et vous l'avez cru parce qu'il est plus facile de croire qu'un homme pauvre a échoué qu'un homme riche a volé. La place était devenue silencieuse. Pourquoi? Cria-t-elle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Harlan Doss est si désireux de prêter de l'argent à des gens qui ne peuvent pas rembourser? Pourquoi il veut tant leurs terres ingrates? Je vais vous dire pourquoi. Il y a de l'argent sous cette vallée. Un filon qui court de la propriété des Hendricks jusqu'à la montagne. Doss le sait depuis 4 ans. Et il vous a racheté pour des bouchées de pain, volant vos voisins un par un dans le noir et appelant ça des affaires. C'est à ce moment-là que Harlan Doss remonta la rue. Il arriva avec ses 10 hommes et le shérif à ses côtés, exactement comme Priscilla l'avait dit. Mais il arriva sur une place pleine. Une centaine de visages tournés vers lui. Une fille sur les marches de l'église brandissant une liste. Et Josie le regarda comprendre, en un instant, que tout avait mal tourné. Que le calme avait disparu, qu'il n'y aurait pas de montagne sans témoin, pas d'histoire arrangée après coup. Qu'il était entré en plein jour avec un public déjà préparé. Il se reprit vite. Elle devait lui accorder ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est que tout ça? Doss arrêta son cheval, écarta les mains, prit la voix chaude et riche, jouant la foule qu'il avait jouée pendant des années. Les amis, cette pauvre fille a vécu sur cette montagne avec l'homme Calder pendant 1 semaine et demie. Je pense que nous pouvons tous comprendre que son esprit a été tourné, rempli d'histoires folles. C'est une tragédie, voilà ce que c'est. Il secoua la tête, attristé. Une jeune fille, sans chaperon, dans les griffes d'un tueur connu. Je suis juste là, Doss. Toute la place se tourna. Silas Calder apparut au coin de l'église, lent, de cette démarche boitillante et inégale. Pas d'armes dans les mains, toutes deux ouvertes et vides à ses côtés. Il s'avança au milieu de la place, devant Dieu et toute la ville de Crooked Pine. Le monstre de la montagne marchant droit vers 10 hommes armés, les mains vides. « Silas !» souffla Josie. Ce n'était pas le plan. Le plan était qu'il reste en retrait, hors de vue, en sécurité. « Tu veux parler de moi, Doss ?» Appela Silas. « Parle-moi en face. Tu parles dans mon dos depuis 10 ans. Tu en as bien vécu d'ailleurs. » Les hommes de Doss bougèrent. Les mains se dirigèrent vers les ceintures. Et Silas continua de marcher, droit au milieu d'eux, droit vers les armes. Il s'arrêta à découvert, où chaque âme pouvait le voir. Il tourna lentement sur lui-même, pour que toute la place ait une bonne vue. Et puis il fit la chose qui brisa 10 ans de Crooked Pine. Il commença à parler, pas fort. Il ne haussa jamais la voix, et la place devint si silencieuse pour l'entendre, que sa voix basse et rouillée porta jusqu'à chaque coin. « Vous savez tous ce que je suis. » Il se tourna en parlant, croisant les regards les uns après les autres, ne laissant personne détourner les yeux. Le monstre de la montagne, le tueur. Je vous ai entendu le dire à travers les murs du magasin pendant 10 ans, pensant que je ne pouvais pas entendre. Et je vous ai laissé faire. Vous voulez savoir pourquoi je vous ai laissé le croire? Il arrêta de tourner.
parce que ça vous tenait à l'écart. Et un homme qui a fait ce que j'ai fait veut qu'on le laisse tranquille. Alors, j'ai laissé toute une ville avoir peur de moi parce que c'était plus facile que de dire la vérité. » Il regarda le shérif. « Alors voici la vérité, shérif. Et notez-la. Il y a 10 ans, j'ai tué 3 hommes, des agents fonciers, qui brûlaient la maison d'une famille. Un homme, sa femme, 3 petits-enfants en chemise de nuit. Je suis tombé sur eux alors qu'ils pointaient une arme sur la tête de ce père. J'ai tué les 3 et j'y ai laissé cette jambe. Et je ne l'ai jamais regretté. » Sa voix baissa. « Parce qu'il y a une différence, shérif, entre un homme qui tue et un homme qui assassine. Et chacun d'entre vous a passé 10 ans à avoir trop peur pour demander lequel j'étais. Eh bien, demandez à Amos Hendricks. Demandez à n'importe quel homme ici qui a déjà eu besoin d'un travail difficile et a trouvé sa grange réparée dans la nuit, son bois de chauffage coupé, son bétail malade soigné, sans jamais savoir qui. C'était le monstre. C'était toujours le monstre. Parce qu'un homme seul sur une montagne a le temps d'être gentil si la gentillesse est tout ce qui lui reste. Quelque part dans la foule, une femme pleurait. Maintenant Arlen Doss. Silas se tourna lentement et fit face au banquier sur son cheval. Doss est un animal différent de moi. Je veux que toute cette ville voie la différence clairement, parce que vous nous avez confondus pendant 10 ans. Vous avez craint l'homme qui tue pour protéger, et vous avez fait confiance à l'homme qui sourit en volant. Il pointa un doigt balafré vers Doss. Je n'ai jamais rien pris à une seule âme de cette vallée. Et cet homme a tout pris à la moitié d'entre vous, et a appelé ça des affaires. Alors, lequel de nous est le monstre? Allez-y. Regardez-nous tous les deux et décidez. Pendant un long et terrible moment, la place resta en suspens, et Arlen Doss fit l'erreur qui le perdit. Il paniqua. Josie le vit se produire. Elle le regarda sentir la foule basculer. Elle le regarda voir 10 ans de réputation soigneusement bâtie, partir en fumée devant lui. Et il fit ce que fait un voleur acculé. Il attrapa l'arme et l'histoire en même temps. « Il ment !» La voix de Doss craqua, aiguë. « C'est un tueur, vous l'avez entendu l'admettre. Il a ensorcelé cette fille et il dira n'importe quoi. Shérif, arrêtez cet homme. Kurt, prenez-le. » Il fit tourner son cheval. « Prenez-le maintenant. Je me fiche de qui regarde. Je le veux. Descendez de ce cheval, » dit une nouvelle voix. Toutes les têtes se tournèrent. Un étranger se tenait à l'entrée de la rue. Grand, couvert de poussière, un long manteau et un insigne. Un vrai insigne. Un insigne fédéral. Il captait le soleil du matin. Derrière lui, 2 autres hommes montés, avec des fusils en travers de leurs selles. Et le cœur de Josie s'arrêta dans sa poitrine parce que ce n'était pas possible. Il n'y avait pas de Marshall. Silas l'avait inventé. Il n'y avait pas de lettre à Helena. « Marshall des États-Unis », dit l'étranger, faisant avancer son cheval lentement sur la place. « Je m'appelle Belle, de Helena. » Ses yeux plats balayèrent toute la scène. Les hommes armés, le vieil homme blessé, la fille avec la liste, le banquier la main sur son arme. Et ils se posèrent sur Doss. Et je suis assis à l'arrière du magasin depuis un quart d'heure, à écouter chaque mot. Alors, pourquoi ne retireriez-vous pas cette main de ce pistolet, monsieur Doss, très lentement, avant de me donner une raison? La place explosa. Josie ne pouvait plus respirer. Elle attrapa la main de Priscilla et fixa Silas. Et Silas la regarda en retour, de l'autre côté de la place. Elle le vit comprendre au même instant qu'elle. Il était aussi choqué qu'elle. Le Marshall était réel, mais comment? La réponse descendit du 2e cheval du Marshall. Un arpenteur. L'Arpenteur. 4 ans de plus que la nuit où il avait pris Silas à part près du ruisseau, mais c'était le même homme. Il repoussa son chapeau et regarda Silas Calder de l'autre côté de la place. Il dit assez fort pour être entendu. « Je t'avais dit que je reviendrais si ça tournait mal, Calder. J'ai écrit moi-même au bureau foncier de Helena il y a 3 semaines, dès que j'ai entendu que Doss s'en prenait à nouveau aux gens. Le Marshall Bell, ici présent, parcourt ce comté discrètement depuis 1 semaine, attendant de le voir de ses propres yeux. » Il fit un signe de tête à Silas, sinistre et content. « Je crois qu'il vient de le faire. » Et Josie comprit tout d'un coup toute la situation. Le bluff de Silas n'avait pas été un bluff. Ou plutôt, il l'avait été quand il l'avait fait. Les mains vides dans la cour d'Amos Hendricks, avec 3 armes braquées sur lui, inventant un Marshall et une lettre qui n'existait pas. Il l'avait inventé par pur désespoir. Mais l'arpenteur, parti depuis 4 ans, avait fait exactement ce que Silas avait inventé, pour ses propres raisons, à son propre moment.
Il avait écrit cette lettre. Il avait amené ce Marshall. Et il était arrivé dans la vallée à la même heure, le même jour. Et il avait transformé le bluff d'un homme mourant en la pure et sainte vérité. Silas avait menti, et le monde l'avait rendu honnête. « Les actes !» cria Josie, avant que les hommes de Dos ne puissent se disperser, avant que le moment ne s'échappe. Elle descendit en courant les marches de l'église, agitant sa liste. « Marshall, tout est falsifié. Les actes dans le coffre de sa banque. Il a signé les noms des veuves, les noms des personnes âgées, des gens qui ne savent pas lire. Comparez les écritures. C'est tout de la main de Arlen Doss, tout le monde. Et il y a de l'argent sous la terre. C'est la raison. C'est toute la raison. » Le Marshal Bell la regarda un long moment, puis l'arpenteur qui hocha la tête, puis Amos Hendricks, saignant mais debout sur les marches. « C'est vrai, mon vieux? Avez-vous signé un papier donnant votre terre à cet homme? »« Jamais. » La voix d'Amos trembla mais résonna. « Jamais signé une chose, Marshal. Il m'a tiré dessus pour l'avoir dit. » Le visage de Bell devint aussi dur que l'insigne sur sa poitrine. « Kurt Pardoe. » Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. « Vous et vos hommes, posez vos armes dans la poussière, une par une, ou vous serez tous pendus aux côtés de votre patron. »« Et Monsieur Doss, se tourna-t-il, vous allez m'ouvrir ce coffre-fort de banque tout de suite, devant tous ces braves gens, et nous allons jeter un œil à votre écriture. » C'est à ce moment-là que Doss s'enfuit. Il fit tourner son cheval et le lança droit sur la foule, essayant de percer, de fuir vers la frontière du comté, l'argent et les papiers. Et la foule, toute la ville de Crookpine, trompée, effrayée, honteuse, ne s'écarta pas pour lui. Elle se referma. Josie vit cela se produire et ne l'oublierait jamais de sa vie. Le vieux Tom Hurley, qui lui avait autrefois donné des bonbons à la menthe, attrapa la bride. Le forgeron attrapa la jambe de Doss. Madame Ackley, qui avait vendu des boutons à sa mère, qui s'était tenue sur cette place il y a 9 jours sans rien dire, ramassa une pierre. Et la ville qui avait été volée, une âme effrayée à la fois, tous en même temps et en plein jour, tira Arlen Doss de son cheval et le jeta dans la poussière. Et c'était fini. Et cela avait duré à peu près le temps d'une respiration retenue. « Ne le tuez pas, » dit le Marshal Bell en s'avançant. « Il me vaut plus vivant et pendu légalement que mort dans la rue. Laissez-le, les amis. Laissez-le. La loi là maintenant. La vraie loi. » Ils le laissèrent. Les hommes de Bell avaient des fers aux poignets de Doss, avant qu'il n'ait cessé de cracher de la terre. Et les hommes de main de Kurt Pardoe posaient leurs pistolets dans la poussière, l'un après l'autre. Aucun d'eux n'était prêt à se faire pendre pour un homme déjà enchaîné. Et c'était fait. C'était vraiment fait. Josie se rendit compte qu'elle pleurait sans s'en être aperçue. Elle se tourna pour trouver Silas, et il venait déjà vers elle, aussi vite que sa jambe le lui permettait, plus vite qu'elle ne l'avait jamais vu bouger. Ils se rencontrèrent au milieu de la place où, 9 jours auparavant, elle avait été vendue. Et cette fois, personne ne rit. Cette fois, toute la ville regarda le monstre et la rejetait, et pas une seule âme n'osa dire un mot contre eux. « Tu as menti », dit-elle en riant, en pleurant, agrippant le devant de son manteau. « Dans la cour d'Amos, tu as inventé un Marshall à partir de rien. »« Je sais. Et puis il est venu. Il était réel. Silas, il était réel. Je sais. » Les propres yeux de Silas étaient humides et il ne le cacha pas. Plus maintenant, pas devant tout le monde. J'essaye de comprendre. Au mieux, je pense que Dieu a le sens de l'humour avec les hommes honnêtes. J'ai dit le plus grand mensonge de ma vie parce que c'était la seule chose qui se tenait entre toi et une balle. Et il a regardé en bas et a décidé de faire de moi un homme honnête une fois de plus. Sa voix se brisa. Josie, c'est fini. C'est vraiment fini. Dos est fini. La montagne est en sécurité. Tu es en sécurité. Tu es libre. Elle le dit pour lui, s'émerveillant du mot. Je suis libre. Tu l'as toujours été. Il prit son visage entre ses 2 mains balafrées, doucement, comme il avait effleuré la terre de sa joue ce jour-là, près de la grange. C'est la chose que je n'ai jamais réussi à dire correctement. Tu n'as jamais été acheté, Josie. Pas une seule minute. Ni par Doss, ni par cette femme, ni par moi. Tu as toujours été libre. J'ai juste voulu plus que tout ce que j'ai voulu en 10 ans. Que tu choisisses de rester quand même. De ton plein gré. Pas parce que tu n'avais nulle part où aller, mais parce que je le veux. Josie posa ses mains sur les siennes. Silas Calder, toi, boiteux, balafré, menteur, le meilleur homme que j'ai jamais connu. Je le veux. Je le choisis.
Je choisis la montagne, et je te choisis. Et je le choisirais s'il n'y avait pas d'argent, pas de cabane et rien là-haut à part toi et le froid. Tu m'entends? Je le choisis. Et Silas Calder, monstre de la montagne, au milieu de la place qu'il avait vendue, devant toute la ville de Crooked Pine, un marshal fédéral, Dieu et tout le monde, se pencha et l'embrassa. La place fut silencieuse un moment. Et puis, Josie s'en souviendrait aussi. Toujours, la ville commença à applaudir. Lentement d'abord, honteusement, puis tous en même temps. Toute une vallée essayant de laver 9 jours de silence de ses mains, de la seule manière qu'elle connaissait. Priscilla pleurait et applaudissait à la fois. Amos Hendricks tapait sa main valide sur son genou. Et quelque part à l'arrière, Delphine Merritt se tenait au bord de la foule, le visage blême, pincé et petit. Elle regardait la rejetée qu'elle avait vendue pour des miettes, devenir la femme la plus aimée de la vallée. Et personne, pas une seule personne, ne vint se tenir à ses côtés. Le marshal Bell les trouva quelques minutes plus tard, carnet à la main, Doss déjà chargé dans un chariot sous bonne garde. « J'aurai besoin de déposition, dit-il. De vous tous, le vieil homme, la fille avec la liste. Vous surtout, Calder. Toute l'histoire, du début à la fin, pour le tribunal territorial. » Il regarda Silas, et quelque chose qui ressemblait presque à du respect traversa son visage buriné. « C'était une chose insensée que vous avez faite, marcher vers 10 armes les mains vides. La chose la plus courageusement insensée que j'ai vue en 20 ans de ce métier. Si vous vous étiez trompé sur la réaction de cette foule, vous seriez mort. »« Je ne me suis pas trompé sur la foule, » dit Silas. Son bras était autour de Josie, et il y resta. « Je me suis trompé sur moi-même, c'est tout. J'ai passé 10 ans à croire l'histoire que cette ville racontait sur moi. Il a fallu une fille qui ne voulait pas rester sur un chariot pour que j'arrête de la croire. » Bell faillit sourire. « L'argent, dit-il. Le filon sous la montagne. C'est votre terre, Calder. Libre et nette. Pas de créance dessus, j'ai vérifié. Vous comprenez ce que ça signifie? Quand l'argent des mines arrivera, et il arrivera, vous serez l'un des hommes les plus riches du territoire. » Silas resta silencieux un moment, puis il baissa les yeux sur Josie et se retourna vers le marshal. Et il dit la chose qui la fit l'aimer, au-delà de toute raison. « Alors la première chose que cet argent fera, dit-il, c'est de racheter chaque arpent que Harlan Doss a volé et de le rendre aux gens à qui il l'a volé. La propriété des Hendricks, la veuve Kane, les Alvarado, le vieux Pete qui ne sait pas lire. Chaque nom sur la liste de cette fille récupère sa terre, acte en main, sans un centime de dette. » Il regarda la place, la ville qu'il avait craint, et qui, enfin, l'avait vu tel qu'il était. « J'ai vécu 10 ans à ne rien vouloir pour que personne ne puisse rien me prendre. Il s'avère que c'était juste une autre forme de pauvreté. J'en ai fini avec ce genre de pauvreté. » Son bras se resserra autour de Josie. « J'ai tout ce que je veux juste ici. Le reste, ce n'est que de l'argent. Et l'argent n'est bon qu'à une chose, réparer ce que d'autres hommes ont mal fait. » Le marshal le regarda un long moment. « Vous êtes un homme étrange, Silas Calder, dit-il finalement. C'est ce qu'on m'a dit. » Silas toucha son chapeau. « Pendant 10 ans. Je suppose que la ville va devoir trouver une nouvelle histoire. » Et elle le fit. L'histoire qu'elle trouva prit 1 année entière à être racontée, et elle la raconta un acte de propriété à la fois. Le marshal Bell tint sa parole concernant le tribunal territorial, et Harlan Doss fut fidèle à ce que devient un homme acculé. Il engagea le meilleur avocat que l'argent pouvait acheter, jusqu'à ce que le tribunal gèle ses comptes. À ce moment-là, l'avocat découvrit un engagement pressant dans un autre comté. Et puis il s'assit dans une salle d'audience de Helena et regarda l'arpenteur témoigner, Amos Hendricks témoigner, et 11 familles flouées témoigner. Finalement, il regarda une fille nommée Josie Merritt poser sa liste soignée sur le banc du juge, à côté de 6 actes falsifiés tirés de son propre coffre-fort de banque, tous de sa propre main. « Vous comprenez ce que vous faites ?» lui dit Doss, dans le couloir du palais de justice, à voix basse, quand les gardes le laissèrent passer. Il avait perdu du poids. La voix riche et chaude était devenue mince. « Vous comprenez qu'une fille comme vous n'a pas le droit de faire ça à un homme comme moi. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. » Josie s'arrêta, le regarda, et elle n'avait pas peur. C'est la chose qu'elle remarqua en se tenant là. Elle n'avait plus du tout peur de lui. « Vous avez raison, » dit-elle. « Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Le monde fonctionne comme vous l'avez fait fonctionner. Une personne effrayée à la fois, dans le noir,
où personne ne voit. Elle s'approcha, pas en reculant. Alors nous l'avons fait en plein jour, tous en même temps, où tout le monde pouvait voir. C'est le seul truc pour battre un homme comme vous, monsieur Doss. Il suffit d'arrêter d'être une seule personne effrayée et seule. Elle sourit, et ce n'était pas cruel, et c'était en quelque sorte pire pour lui. J'ai appris ça d'un homme que vous appeliez un monstre. Ils pendirent Harlan Doss à l'automne pour le meurtre qui fut révélé au procès. Un colon, 2 ans auparavant, un homme que tout le monde pensait avoir simplement quitté la vallée. On le retrouva sous son propre puits effondré quand Bell alla chercher. La fraude foncière seule ne l'aurait pas fait pendre. Mais un voleur qui a décidé que les gens ne sont que des poteaux de clôture finit par en traiter un comme un poteau de trop. Doss l'avait fait. Le puits avait livré sa vérité, et ce fut la fin de lui. Josie n'alla pas à la pendaison. Silas lui demanda une fois si elle le voulait, gentiment, lui donnant le choix, comme il lui donnait chaque choix. Elle y réfléchit honnêtement et dit non. « J'ai passé 19 ans à apprendre que je valais moins que les autres, dit-elle. Je n'ai pas besoin de voir un homme mourir pour me sentir valoir plus. Je le sais déjà maintenant. Je n'ai pas besoin de son cou pour ça. » Silas la regarda un long moment, puis il la serra contre sa poitrine, posa son menton sur le sommet de sa tête et dit d'une voix rauque. « Je ne pense pas avoir jamais rencontré de ma vie une personne aussi forte que toi, Josie. Et j'en ai rencontré quelques-unes. Tu en as épousé une, dit-elle, car ils s'étaient mariés entre-temps. Au printemps, dans l'église de Crooked Pine, devant toute la ville qui s'était autrefois moquée d'elle sur la place. Et cette fois, la place était pleine de gens venus pleurer à la place. Les Hendricks était là, Amos avec son bras guéri depuis longtemps et sa terre récupérée, acte en main, sans un centime de dette, exactement comme Silas l'avait promis au Marshal. La veuve Kane était là, dans une nouvelle robe, sur une terre qui était de nouveau la sienne. Les Alvarado, le vieux Petey qui ne pouvait pas lire l'acte que Silas lui rendit, mais qui le serra contre sa poitrine pendant toute la cérémonie et pleura. Chaque nom sur la liste de Josie, rendu entier, assis sur les bancs de l'église, où le monstre épousa la rejetée. Silas l'avait fait, tout, un acte à la fois, comme il l'avait dit à Bell. L'argent des mines était arrivé, et il était arrivé comme l'arpenteur l'avait promis. Assez pour faire de Silas Calder l'un des hommes les plus riches du territoire, plus riche que Harlan Doss n'avait jamais rêvé de l'être sur le dos des pauvres. Silas avait pris cet argent, racheté chaque arpent volé, l'avait rendu, payé les factures de médecins, reconstruit la grange des Hendricks mieux qu'elle ne l'avait été. Et il avait créé un fonds au magasin général, pour qu'aucune famille de la vallée n'ait plus jamais à signer un billet à une banque juste pour manger pendant un hiver difficile. « Tu donnes tout », avait dit Josie une fois, le regardant signer un autre chèque. « Pas tout. » Silas ne leva pas les yeux du papier. « Je garde la montagne. Je garde assez pour nous voir vieillir. Je garde assez pour que nos enfants n'apprennent jamais ce que c'est que de n'avoir nulle part où aller avant l'hiver. » Il posa le stylo. « Le reste n'a jamais été à moi, Josie. Il était juste sous terre, attendant que quelqu'un fasse ce qui est juste. Je ne le donne pas, je le rends. » Priscilla vivait avec eux maintenant. C'était la seule condition de Josie. La seule chose qu'elle ait jamais demandé directement à Silas. Et elle l'avait demandé la nuit après le procès, prête à ce qu'il dise non, comme elle avait été prête toute sa vie à ce que les hommes disent non. Elle a couru 150 kilomètres dans le noir pour nous avertir, avait dit Josie. 15 ans. Elle s'est tenue sur notre seuil avec un bleu sur le visage et elle nous a choisis plutôt que sa propre mère. Je ne la renverrai pas à Delphine. Je ne peux pas, Silas. Je sais que c'est beaucoup demandé. Je sais qu'elle n'est pas à toi pour... Josie. Silas lui avait pris les mains. Arrête, arrête. Il avait l'air presque blessé. Tu penses que je renverrai cet enfant à la femme qui a dit « D'accord pour nous brûler vifs » Tu as encore une si piètre opinion de moi? Non, non. C'est juste que... Cette fille a sauvé toutes les vies sur cette montagne. Sa voix s'était épaissie. Elle a un foyer ici aussi longtemps qu'elle le voudra, aussi longtemps qu'elle vivra. Elle est de mon sang maintenant, comme si... Il s'était arrêté, incapable de finir, et Josie avait compris. Silas Calder, qui avait enterré sa propre famille et vécu 10 ans seul, plutôt que de risquer d'aimer quelqu'un à nouveau, venait d'avoir une fille et n'avait pas les mots pour le dire. « Elle reste », avait-il dit finalement. « Bien sûr qu'elle reste. Quelle sorte de question est-ce là »
Delphine essaya une fois de reprendre Priscilla. Elle monta sur la montagne en été, 1 an presque jour pour jour après avoir vendu Josie sur la place. Elle vint dans une calèche de location, dans ses habits du dimanche. Elle s'assit dans cette calèche dans la cour de la cabane et ne descendit pas. Elle appela sa fille d'une voix qui se voulait chaleureuse mais qui sonnait froide. « Priscilla, Priscilla, viens maintenant. Tu as eu ton aventure. Il est temps de rentrer à la maison, chez ta mère. » Priscilla sortit de la cabane. Elle avait 16 ans maintenant et était plus grande. Elle se tint sur le porche de la maison qu'elle avait choisie et regarda la femme dans la calèche un long moment. « Tu lui as dit, d'accord, dit-elle. » Delphine cligna des yeux. « Quoi? Quand M. Doss a dit qu'il brûlerait la cabane avec M. Calder à l'intérieur, qu'il prendrait Josie et ferait croire à quelque chose d'horrible. Tu as dit d'accord. Tu as dit que Josie allait de toute façon mal finir. » La voix de Priscilla ne trembla pas. Josie, regardant depuis l'embrasure de la porte, la main sur la bouche, s'émerveilla de voir qu'elle ne tremblait pas. « J'étais dans les escaliers. Je t'ai entendu le dire, maman. Alors non, je ne rentrerai pas à la maison. Parce que la femme qui a dit d'accord pour tuer ma sœur n'est pas ma mère. Ma sœur est ma mère maintenant. Elle est la seule qui l'ait jamais été. » Et Delphine Merritt resta assise dans sa calèche, sous le soleil de la montagne, sans rien à dire. Elle était venue en s'attendant à ce que la fille qu'elle avait élevée soit effrayée, s'attendant au vieux pouvoir, à la vieille obéissance, à l'enfant qui tressaillait. Et ce qu'elle trouva à la place, c'était une jeune femme avec une colonne vertébrale, debout sur un porche à côté d'une sœur dont elle avait été vendue, et un homme balafré appuyé dans l'embrasure de la porte, la main posée tranquillement sur son propre fusil. Il n'avait aucune intention de le lever, et Delphine comprit enfin qu'elle avait perdu. Pas la dispute, tout. Elle avait vendu la seule personne qui avait jamais aimé sa belle-fille honnêtement. Et elle l'avait fait pour des miettes. Et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. « Tu le regretteras, » dit Delphine. Sa voix sortit faible. « Non, madame, » dit Josie doucement, sortant sur le porche à côté de sa sœur. « Je ne pense pas. » Elle n'était pas cruelle à ce sujet. Elle avait découvert qu'elle n'avait pas de cruauté en elle, même pour ça. « Vous pouvez partir maintenant, Delphine. Personne ici ne vous veut de mal, mais personne ici ne va faire semblant non plus. Nous savons ce que vous êtes, nous le pardonnons, parce que le porter est trop lourd, et nous avons de meilleures choses à porter. Mais nous n'oublions pas. Maintenant, rentrez chez vous et ne revenez pas sur cette montagne. » Delphine partit. La calèche fit demi-tour dans la cour et redescendit la piste nord. Et aucun des trois ne la regarda s'éloigner, parce qu'aucun d'eux ne s'en souciait. Ils rentrèrent pour le souper, pour la vie qu'ils construisaient. Et ils laissèrent la femme descendre la montagne seule avec ce qu'elle avait fait, ce qui était une punition suffisante, et plus que ce qu'aucun d'eux n'aurait choisi pour elle. La ville trouva finalement sa nouvelle histoire sur Silas Calder. Ce n'était juste pas celle à laquelle tout le monde s'attendait. Ils s'étaient préparés, certains d'entre eux, à ce que l'homme nouvellement riche domine la ville qu'il avait craint, qu'il achète la banque, le shérif, devienne le nouveau Harlan Doss avec une meilleure raison. C'était ainsi que la vallée comprenait l'argent et le pouvoir. C'était la seule histoire qu'elle connaissait. Silas en raconta une autre. Il donna l'argent jusqu'à ce que les gens le supplient d'arrêter, puis il en donna plus. Il construisit une vraie maison de médecin pour la vallée et paya un vrai médecin pour y vivre. Il mit une institutrice à Crooked Pine et un poêle dans l'école. Et quand le vieux Tom Hurley, qui avait autrefois donné des bonbons à la menthe à Josie, qui avait attrapé la bride de Doss sur la place, devint trop perclus pour travailler sa petite propriété, ce fut Silas qui paya discrètement un ouvrier pour le faire à sa place. Il ne dit jamais un mot et laissa le vieil homme garder sa fierté. Et lentement, comme une ville change, Crooked Pine cessa de raconter l'histoire du monstre de la montagne. Ils commencèrent à en raconter une autre, l'histoire de l'homme que tout le monde avait mal jugé, l'histoire de la fille qui ne voulait pas rester sur le chariot. L'histoire de comment toute une vallée avait laissé un homme riche la voler dans le noir pendant des années, jusqu'à ce qu'une rejetée et un estropié se lèvent en plein jour et disent non, et la ville découvrit, à sa propre honte et à sa propre surprise, qu'elle avait attendu tout ce temps que quelqu'un le dise en premier. Madame Ackley, qui avait jeté la pierre, devint une amie chère de Josie. Elle ne parla jamais du jour sur la place où elle n'avait rien dit, et Josie ne l'y força jamais. Certaines dettes, on ne les recouvre pas. Josie avait appris ça de Silas aussi. Ils eurent un enfant ce deuxième hiver. Une fille en bonne santé, bruyante.
Josie la tenait près du feu de la cabane dans le grand froid, le bras de Silas autour d'eux deux, et Priscilla endormie dans la mezzanine au-dessus. Et elle pensa à la note qui avait tout commencé. Nulle part où aller avant l'hiver. Ces mots, ceux qui avaient poussé un homme seul sur une montagne à envoyer 30 $ à une étrangère. Parce qu'il savait ce qu'un hiver du Montana faisait à un corps qui n'avait nulle part où aller. Parce qu'il avait enterré des gens qui n'avaient eu nulle part où aller. « Tu sais à quoi je pense parfois ?» dit-elle doucement pour ne pas réveiller le bébé. « À quoi donc? À quel point tout ça a failli ne jamais arriver ?» Josie regarda le feu. « Si Delphine n'avait pas été assez cruelle pour me vendre, si tu n'avais pas été assez gentil pour envoyer l'argent, si je n'avais pas été assez têtu pour courir vers ce cheval au lieu de m'enfuir, si Prissy n'avait pas été assez courageuse pour courir 150 kilomètres dans le noir, si cet arpenteur ne s'était pas souvenu d'une promesse d'il y a 4 ans. » Elle secoua la tête. « Tant de façons que ça n'arrive pas. Tant de façons que je sois encore dans cette maison, ou pire. Et à la place, je suis ici, avec toi, avec elle. » Elle leva les yeux vers lui. « Ça me fait peur parfois. À quel point c'est passé près. » Silas resta silencieux un moment, retournant la question comme il retournait tout. « Je ne le vois pas de cette façon, » dit-il finalement. « Avant, oui, je pensais que le monde entier n'était que des coups de chance et de la malchance qui attendaient de vous tomber dessus. J'ai vécu 10 ans comme ça, ne voulant rien pour que rien ne puisse m'être pris. » Il baissa les yeux sur sa fille, sur sa femme, sur le feu dans la maison qui avait été une forteresse et qui n'était plus qu'une maison. « Mais je pense que ce que j'en suis venu à croire, Josie, c'est que ce n'était pas si proche que ça. Pas vraiment. Parce qu'à chacun de ces tournants, quelqu'un a choisi la gentillesse, ou quelqu'un a choisi le courage. Toi, moi, cette petite fille là-haut dans la mezzanine, l'arpenteur, même toute cette pauvre ville, quand il a finalement fallu, a choisi d'attraper une bride au lieu de détourner le regard. » Sa voix devint basse et sûre. « Ce n'est pas de la chance. La chance, c'est aléatoire. C'était des gens qui choisissaient encore et encore la chose juste, mais plus difficile. Et quand assez de gens font ça assez de fois, ça cesse de ressembler à un coup de chance, et ça commence à ressembler à la façon dont les choses devaient se passer. » Josie se blotte contre lui. « Mon père disait, murmura-t-elle, qu'une personne n'est pas la pire chose qui lui soit jamais arrivée, et elle n'est pas non plus la pire chose que quiconque ait jamais dit à son sujet. Ton père, dit Silas, était un homme sage. J'aurais aimé le connaître. Tu l'aurais aimé. » Josie sourit contre son épaule. « Il t'aurait aimé. Même la jambe. Même le mensonge. » Elle sentit Silas étouffer un rire. Surtout le mensonge, probablement. Il a toujours dit que la mesure d'un homme n'était pas de savoir s'il avait déjà mal agi. C'était de savoir pourquoi il était prêt à mal agir. Le feu se tassa. Le bébé dormait. Dehors, la montagne gardait son long silence, et la ville en bas gardait ses lampes. Et quelque part dans cette vallée, 11 familles dormaient sur une terre qui était de nouveau la leur. Acte en main, sans un centime de dette. Parce qu'un homme que tout le monde avait appelé un monstre s'était avéré être le seul parmi eux à n'avoir jamais été rien de tel. Josie Merritt était arrivée sur cette montagne 1 an auparavant sans rien. Pas d'argent, pas de nom, pas d'affaires, même pas de vêtements de rechange. Vendue sur une place pendant qu'une ville riait. Elle était montée prête à la cruauté, car la cruauté était tout ce qu'on lui avait jamais donné. Écoutant tout le long du chemin la deuxième chose, plus laide, cachée sous les mots gentils. Et il n'y avait jamais eu de deuxième chose. C'était la vérité sur laquelle elle avait bâti sa vie à la fin. Pas que le monde était sûr. Il ne l'était pas, elle le savait mieux que la plupart. Pas que les gens étaient bons. Certains ne l'étaient pas, elle le savait aussi. Mais qu'ici, dans cette cabane, avec cet homme, les mots et le sens en dessous étaient enfin, béni soit-il, les mêmes. Quand Silas Calder disait « Tu es en sécurité », elle était en sécurité. Quand il disait « Tu es libre », elle était libre. Quand il disait « Bienvenue à la maison », ce premier jour sur le siège du chariot, à une fille effrayée qui ne pouvait pas encore en croire un mot. Il l'avait pensé exactement. Et chaque jour depuis l'avait prouvé. Elle regarda autour d'elle la cabane chaleureuse, sa fille endormie, la mezzanine où sa sœur rêvait, la main forte et balafrée qui tenait la sienne et qui n'avait jamais, en une année entière, été levée contre elle ou quiconque ne le méritait pas. Et Josie Merritt, qui avait été échangée à 19 ans à un homme que le monde entier appelait un monstre, qui avait été le prix de l'avenir d'une autre fille,
à qui sa propre famille avait dit en face qu'elle n'était pas du genre que l'on voudrait jamais, regarda le feu de la maison qu'elle avait choisi librement, de son plein gré, avec le monde entier ouvert à elle. Et ceci, la chose qu'elle avait choisie, elle le sut jusqu'au plus profond d'elle-même, avec une certitude que personne ne pourrait plus jamais lui enlever, qu'on avait voulu d'elle depuis le début, qu'elle avait toujours valu la peine, qu'elle était, et avait toujours été, exactement assez, et elle était chez elle.